Salut Bruce, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Merci Camille. Merci de nous accueillir ici. Donc on est chez RS Simulation pour rester un peu dans ton univers de pilotage. Mhm. Donc tu as eu et tu as toujours d'ailleurs une vie qui est quand même très remplie. Tu es un pilote un peu multiples casquettes. Mhm. Tu as commencé à être passionné très jeune, c'est bien ça? Oui, en fait, tout jeune, moi, ce qui me passionnait, c'était la vitesse. J'étais juste curieux de la vitesse de tous les engins, en fait, ou même de ce qui volait, de ce qui roulait. Donc, les motos, les voitures, je regardais les compteurs de vitesse, puis j'étais curieux de savoir combien volait une abeille, ou voilà, j'ai toujours été curieux des chiffres et de la vitesse, plus que du pilotage. Mais ensuite, la passion a transité vers le pilotage automobile, ouais. T'as jamais eu envie d'aller essayer de chercher à battre des records de vitesse? Si, à mort. Mais en fait, je l'ai toujours en tête, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion. En fait, une fois, avec Top Gear, il avait été émis l'idée d'aller sur le lac Salé avec Venturi, qui est donc ici, basé à Monaco. J'avais rencontré Gildo Pastor pour piloter, enfin conduire, enfin piloter, c'est plus un avion qu'une voiture, leur engin un peu de fou là qu'on peut voir ici, qui est exposé, qui est une voiture qui, bah, c'est pas une voiture, c'est entre une voiture et une fusée, qui est très très longue, fait je crois 10 ou 11 mètres de long, hyper profilée et qui est propulsée par un moteur électrique et qui a le record de vitesse des véhicules électriques sur le lac Salé à Salt Lake à 600 km/h. Et on avait négocié. Alors il dit ok, tu peux le faire, mais tu peux passer que 400 km/h. Alors nous on voulait pousser un peu le truc et passer 500. Et finalement, le lac Salé étant inondé pendant 2 ans, eh ben, on n'a pas pu le faire. Le projet est tombé un petit peu à l'eau sur le lac. Tu es toujours Blague. dans un coin de la tête. Mais ouais, j'aurais adoré faire ça. Et par contre, j'ai un record de vitesse avec une tondeuse Honda, à 212 km/h, mais il n'a pas été homologué. Voilà, on l'a fait sur Top Gear et voilà, bon, c'est un peu couillon, mais c'est un moteur de moto qui est dans la tondeuse et il n'y avait pas de suspension. Résultat, le haut de la tondeuse, j'avais un peu peur qu'il décolle. C'était space. Mais bon, ouais, j'ai un record de tondeuse apparemment. C'est déjà pas mal. C'est déjà Ouais, pas ouais, mal. c'est cool. Je peux dire, ouais, j'ai un record du monde. C'est quoi la vitesse la plus haute que tu as pu faire déjà? Bah, c'est finalement pas si haut que ça en voiture, hein. C'est 344, 345 à Brétigny-sur-Orge. Putain, je cherchais le nom de la base aérienne. La base aérienne de Brétigny, on faisait des tests avec Pescarolo pour faire des maps aéro avec la Pescara avec laquelle on faisait Le Mans. Qui est un peu l'objectif 400 km/h à potentiellement essayer de passer Bah un ouais, en jour. voiture, ce serait bien. Ouais, je crois pas que je crois pas que j'ai roulé. J'ai roulé dans des caisses qui pouvaient peut-être aller un peu plus vite que ça, mais non, j'ai jamais dépassé cette vitesse-là finalement. Il y a déjà très peu de personnes qui ont roulé ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, bon, il y a des Bugatti qui roulent plus vite. Il y a quand même un paquet de caisses, donc il faudrait peut-être que je me réveille là. Donc du coup, tu as commencé le kart un peu par hasard, ce qui t'a emmené à faire à la suite un peu de compétition. À quel moment tu t'es dit que tu voulais continuer dedans? Mais en fait, je crois que je m'étais pas projeté dans l'avenir très lointain. Mais effectivement, j'ai fait du karting une fois avec mes parents qui ont passé à côté d'une piste de kart et puis ils avaient un ami qui était là. Bon, bref, on a fait du kart une fois, 2 fois, 3 fois. Eux aimaient bien ça. Mon père adorait les voitures. Il était pas, enfin, il adorait les voitures. Il aimait bien les belles caisses. Il n'était pas complètement fan ou aficionado d'automobile, mais voilà, il aimait bien les caisses. Bon, bref. Et, hum, et puis, à force d'avoir été sur une piste de karting une fois, 2 fois, 3 fois, on allait à Lyon tous les week-ends, parce que mes parents avaient un business là-bas. On y allait le samedi, et puis le samedi matin, mon père, ça lui permettait de se casser du boulot, et on allait sur cette piste de kart sur laquelle on avait été par hasard une fois en allant à la montagne. Et moi, je tirais mon père par le froc pour pouvoir aller là-bas tous les samedis matins. Donc il était content, il m'emmenait, et puis à force d'y aller tous les week-ends, un jour, il m'a acheté un carte de loc. Enfin, pas un carte de loc, il m'a acheté un carte d'occasion. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des courses. Et puis après, les objectifs, c'était plus des objectifs à court terme ou à l'année. Je faisais le cadet. Après, je me suis dit, il faudrait qu'on aille au championnat de France. Puis on était au championnat de France dès la première année. Et puis, de fil en aiguille, c'est monté. Comme il s'avérait que j'étais pas trop pourri, j'avais trouvé un préparateur local qui s'est occupé de moi, puis qui m'a fait passer un deal avec BS Fox en Italie. Et donc, on avait des châssis d'usine et des moteurs d'usine aussi après. Puis j'ai fait le championnat d'Europe, et puis etc., etc., etc. Voilà. Ouais, ça s'engraine après. Ouais, Et exactement. t'as vite su que tu pouvais en faire un métier? Ou c'était vraiment En fait, du plaisir? disons que c'était ma. Enfin, moi, j'avais plus que ça en tête. J'étais pas, enfin, j'étais obsédé par ça. Je vivais pour ça et mon objectif, c'était de gagner des courses, c'était de gagner tout ce que je faisais.
Euh, et puis après, le passage à l'automobile s'est fait un petit peu naturellement parce que c'est la suite logique. Et, euh, et c'est le père de Kevin Estre, Jean-Claude Estre, qui m'a mis le pied à l'étrier en me faisant tester en Formule Ford, puis en Formule Renault. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi et qui m'ont aidé à financer le début de ma carrière. Puis après, j'ai trouvé des partenaires et voilà, et un peu l'école de la vie, pouvoir se démerder à trouver des sous pour pouvoir rouler et puis essayer de gagner des courses après, quoi. Mm. La première course que tu vas vivre, ça va être à 11 ans avec les 24 heures du Mans. C'était d'ailleurs une époque assez incroyable là-bas. Comment tu l'as vécu cette première course? Alors je crois que c'était 10, je crois que j'avais dit 11 une fois, D'accord. mais je crois que c'était peut-être 10 ans. Euh, Comment je l'ai vécu? C'était le week-end du 11 juin, parce que c'est toujours mi-juin, et c'était mon anniversaire. On avait des amis qui habitaient au Mans, qui une espèce de grande baraque faite dans une ferme, et on allait passer le week-end là-bas. Et il y avait les 24 heures du Mans, et notre ami il louait des caravanes aux équipes. Et résultat, il avait des passes pour pouvoir aller sur le bord du circuit. Et je me souviens hyper bien d'avoir été dans les virages du karting, le dernier gauche du karting, et de voir cette Porsche rose et blanche de Bob Volek qui passait là hyper vite. Et, euh, et c'est ça qui m'a marqué en fait. Puis il y avait des Toyota et des Aston Martin qui faisaient des gros bruits sourds. Et il y avait aussi la Mazda à moteur, alors RX-7 à moteur rotatif. Non, c'est pas la RX-7 d'ailleurs. Bref, la orange et verte à moteur rotatif qui faisait un bruit hyper aigu. Et tout ça, ça m'a marqué finalement. Mais curieusement, j'avais jamais eu comme objectif de faire les 24 heures du Mans. Pour moi, ça a toujours été venant du karting, ça a toujours été le sprint et la F1. T'étais plutôt attiré par les monoplaces Ouais, que ouais, en soi tout ce exactement. qui est prototype Ouais, d'endurance. ouais, absolument. Moi, une caisse de GT, j'ai jamais regardé une caisse de GT de ma vie, et c'était vraiment la performance ultime en monoplace et le pilotage d'une monoplace qui m'intéressait, et pas les 24 heures du Mans. Certes, c'était une course magnifique et magique. Plus tard, quand je faisais de la monoplace, je suis allé aux 24 heures du Mans et j'ai vécu cette course qui est absolument incroyable, où il y a une atmosphère de dingue, notamment la nuit. Et je me suis dit, ouais, ce serait quand même cool de la faire un jour, cette course. Mais mon objectif premier, ça a toujours été que le sprint et la monoplace, ouais. Et c'était l'époque du groupe C, du coup, au moins à ce moment-là. Ouais, C'était où il y avait les C9, les 962C, ouais, etc. exactement. À l'heure d'aujourd'hui, tu préfères ce genre de voiture au 24 heures du Mans ou les hypercars de maintenant? C'est différent. Alors, ouais, c'est pas la même chose. Je pense que l'esprit est un petit peu le même. En fait, c'est la catégorie reine du Mans, avec les meilleurs pilotes au monde dans ces disciplines, des anciens pilotes de F1 qui viennent là, des pilotes de F1 actuels qui sont intéressés à venir aux 24 heures du Mans. Donc la performance pure de la voiture importe peu finalement. Et l'hypercar d'aujourd'hui est magnifique. Je pense que les voitures sont peut-être pas aussi fun à conduire pour les pilotes. Elles sont difficiles, les hypercars. Euh, mais je pense que pour eux, l'objectif est le même. Ils se foutent un peu de savoir s'ils roulent. Enfin, typiquement, les LMP1, ça roulait beaucoup plus vite. Et je pense que pour un pilote, rouler dans une voiture qui est plus performante, c'est jouissif et ça apporte plus de plaisir. Que les hypercars sont compliqués à rouler. Mais l'objectif reste le même, c'est de gagner. Donc voilà. Je pense que je préfère encore l'époque ancienne, mais je vais sonner comme un vieux con à dire ça. C'était mieux avant. Je pense Mais que même nous, on trouve que vraiment ça a ouais, été beau de oui, voir ça. ouais, bon, c'est toujours un petit peu comme ça, mais je pense que l'hypercar va évoluer encore dans les années à venir et que le niveau de performance va aller de l'avant, encore une fois. Et c'est pour ça que tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on revient en arrière en termes de performance, mais les hypercars sont superbes. T'aurais aimé en conduire une des groupes C? Ah oui, oui, carrément. Enfin, je veux dire, les Mercedes, là, même les CLK GTR après qui sont arrivés, CLK LM, là où ça prend 360, 370, bon, sans l'option décollage. Mais ouais, ouais, absolument génial. Ouais, ça serait cool. Je vais peut-être en rouler une dans pas longtemps. Ça serait beau. Ouais. Ça demande quoi comme compétences de pilotage différentes des hypercars de maintenant? En fait, globalement, si on regarde le sport automobile à cette époque-là et aujourd'hui, je pense qu'on peut faire le constat que ce soit les voitures du Mans ou même la monoplace. Avant, vous aviez une boîte en H, vous aviez 3 pédales. Maintenant, il y a plus que 2 pédales, tout est au volant. Donc, on a éliminé tout un tas de paramètres qui faisaient partie du pilotage. Et on a rendu le pilotage en soi beaucoup plus précis. Maintenant, on est sur un fil. Si vous regardez, les écarts entre tous les pilotes en hypercar sont extrêmement faibles. Avant, il y avait des gros écarts parce qu'il se passait beaucoup de choses dans la voiture, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, ça permettait de creuser les écarts
selon les pilotes et leurs capacités. Aujourd'hui, tout est analysé tellement dans le détail et on a enlevé tous ces gestes parasites, entre guillemets, pour n'avoir plus que les pédales et le volant, ce qui fait que ça fait une compétition qui est beaucoup plus serrée. Pour moi, ça a moins de charme, mais on a mis le curseur sur des éléments qui étaient primordiaux et que tu peux pas retirer. Je veux dire, le volant et les pédales, tu peux pas, ces inputs-là, tu peux pas les enlever. Mais tout le management de la voiture, l'attitude de la voiture avec les pédales, etc., etc., et le levier de vitesse, tout ça, ça a disparu. Et voilà, on est plus sur un fil aujourd'hui. Voilà, on a moins d'actions à faire. Et moi, les anciennes actions comme le talon pointe ou avoir une table à l'embrayage, tout ça, ça fait partie du pilotage. C'est un savoir-faire qui disparaît avec les nouvelles générations. Ouais, les pilotes de maintenant, ils savent, enfin, j'imagine, ceux d'hypercar, ils savent faire du talon pointe, etc. Non, je pense pas. Je pense que les jeunes pilotes qui sont en hypercar, alors oui, prenez un Seb Boemi ou les anciens, ils savent faire. Mais vous prenez un tout jeune pilote qui a fait toute sa carrière en monoplace avec 2 pédales, le paddle shift, et qui est passé de là à l'hypercar, non, il n'a jamais fait de talon pointe de sa vie. Donc il n'a jamais fait une boîte en H, et tout ça, ça disparaît complètement. C'est un savoir-faire chez les pilotes qui disparaît. C'est... Une technique de pilotage qui disparaît aussi. Je trouve que c'est dommage, il faudrait qu'elle continue, que tout le monde devrait faire à un moment donné un an ou des sessions. Ou, en fait, alors c'est dommage, je sais pas, je crois que c'est la même chose dans plein de métiers. Il y a plein de savoir-faire qui disparaissent parce que le monde change et on a de nouvelles techniques, on va plus droit au but, on élimine tout un tas de choses qui sont inutiles. Et voilà, c'est un petit peu triste que ce savoir-faire disparaisse, je trouve. Néanmoins, il n'empêche que ça ne retire pas au talent des pilotes qui sont là, qui sont devant et qui gagnent, qui arrivent à être meilleurs que les autres. Ça veut dire qu'ils sont exceptionnellement bons dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste que la technique change. Voilà. Mais c'était peut-être un petit peu plus compliqué avant que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Clairement, je suis monté dans une LMP3 il y a 5 ans. Ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de monoplace. La caisse, c'est un vélo, il n'y a rien à faire. Les transferts de masse sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles à gérer. Donc j'étais dans le coup tout de suite, alors que ça fait 10 ans que je n'ai pas roulé. C'était presque pas normal. Donc voilà. Ouais, c'est autre chose, il y a d'autres objectifs finalement. Ouais, voilà, c'est juste des techniques qui évoluent et qui changent. Aujourd'hui, les pilotes, ils se servent de ça pour travailler. Ils préparent leur week-end de course à fond sur des simulateurs et ils arrivent sur place et ils répètent leurs gestes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a quand même une anecdote un peu atypique sur laquelle je voulais revenir. C'est qu'à cette époque, ton père, il court à un moment donné au Paris-Dakar. Ouais. Comment il en est arrivé là? Alors, concours de circonstances, c'est ma mère qui devait faire le Paris-Dakar et pas mon père. Elle a passé un petit peu de temps en Afrique du Nord. Elle a passé, je crois, 2 ou 3 mois là-bas, en voyage. Et à Tamanrasset. Et ça a marqué son enfance. Et elle s'est dit, j'aimerais bien y retourner. Et puis, à l'époque, le Paris-Dakar était une grande course assez populaire. Et elle s'était dit, j'adorerais retraverser le Grand Air oriental, passer par Tamanrasset. Et elle s'est dit, je voudrais faire le Paris-Dakar parce que c'est une aventure humaine qui m'a toujours plu. Mais elle n'avait pas d'expérience de pilotage. On pouvait y aller sans forcément... Ah oui, n'importe qui peut y aller, ouais, absolument. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut juste avoir des sous en vrai. Il y a des gens qui font le Paris-Dakar, alors pas en moto il n'y a que des bons, mais en voiture et en les caisses, les petits buggy, là, tout le monde peut le faire. Ça veut pas dire que tu vas au bout, mais bon voilà. Et en fait, mes parents bossaient ensemble dans le prêt-à-porter féminin et ma mère dessinait les collections. Et puis ça tombait, comme ça tombe toujours, vers le Nouvel An. Elle était en pleine design de collection. Et elle s'est dit, je peux pas y aller maintenant, je peux pas partir qu'un jour, c'est trop le beans. Et mon père a dit, mais attends, on a déjà la bagnole et tout ça. Elle dit, bon, ok, je vais le faire moi. Et en fait, le pilotage de 4x4, mon père, comme il était chasseur, et qu'on avait une maison à la campagne, même sans parler de chasse, il roulait toujours dans les gadous, les machins, les trucs, il aimait bien rouler, attaquer dans la terre. Et résultat, il a fait le Paris-Dakar comme ça, en 1988, avec un Mitsubishi Pajero, turbo diesel, 92 chevaux. Du coup, ils ont été à la moitié, à mi-chemin, et il y a une spéciale qui était la 6e spéciale, dans laquelle il y a eu plus de 300 abandons. Il y avait une raison de pourquoi il y en a eu autant?
Parce qu'ils ont, au tracé, ils ont, ils ont imaginé une spéciale dans un spot où ça passait pas. Il y a la moitié du Paris-Dakar qui s'est planté dans cette spéciale, dont mon père. Ils ont mis 12 heures pour se faire rapatrier. C'est une expérience. Ah oui, c'est une expérience, ouais, absolument. Ouais. Toi, tu l'as déjà fait le Paris-Dakar? Jamais. Non, jamais. J'adorerais le faire, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et en fait, il faudrait que je trouve des partenaires pour pouvoir le faire. Bon, on verra, peut-être un jour, ça va venir. Mais effectivement, le Paris-Dakar, c'est sur ma to-do list. Comme l'était Pikes Peak que j'ai fait l'année dernière, en partie. Une petite partie de Pikes Peak, mais c'était sur ma to-do list. Donc ouais, j'adorerais le faire. Peut-être qu'un jour, je me concentrerai là-dessus et j'irai. Donc du coup, tu as continué le karting, tu évolues beaucoup, tu as fait plein de résultats. À cette époque, tu avais vraiment l'ambition d'aller jusqu'en Formule 1? Alors, je pense que les premières années en karting, non. Mais après, je m'étais dit que je voulais. Enfin, il semblait logique qu'il y ait une suite en automobile. Euh, et je l'ai eu comme objectif assez rapidement, ouais, absolument. Ouais. Mais C'était je pense que je me fixais des objectifs à moyen terme, avec en fond l'idée d'aller en F1, parce que c'est ce qui, si tu vises le haut de l'échelle, c'est ce qui va te tirer vers, enfin, te pousser en avant ou te tirer vers le haut, peu importe. Mais oui, je l'ai eu assez rapidement comme objectif. Ouais. c'était plus envisageable avant d'aller jusqu'en Formule 1 que maintenant? C'était tout autant difficile. Je pense que c'est plus difficile encore aujourd'hui. Si on parle de budget, si vous regardez les budgets en F3 et en F2, faire de la F2 aujourd'hui, ça coûte plus de 2 millions d'euros par an pour faire 10 courses. Compliqué. Donc c'est réservé à un pool de gens qui sont vraiment très restreints. En fait, c'est une toute petite partie du camembert si on regarde les gens qui sont capables de se payer ça aujourd'hui. Même s'il y a de la détection qui est faite par Red Bull, même s'il y a de la détection qui est faite par Ferrari, il n'y a que 20 places et c'est exceptionnellement difficile. Pour pouvoir débuter et aller jusqu'aux portes de la F3 ou même de la F4, il y a plein de jeunes qui n'ont pas les moyens de faire la F4. Donc moi, mes enfants, s'ils voulaient faire la F4 demain, ou s'ils voulaient faire du sport automobile, je ne pourrais pas les emmener. Donc rien que ça, c'est un paramètre qui est exceptionnellement difficile. Donc les parents qui se projettent là-dedans et qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est énormément de sacrifices qui vont être faits. Ça l'était déjà à l'époque, mais aujourd'hui, compliqué. Donc toi, du coup, tu as fait un peu une évolution normale, tu as piloté en Formule Renault, en championnat B, puis A. Et c'est à ce moment-là aussi que tu te prends un peu une passion pour le développement. Oui, absolument. Alors, je pense que ce qui a aidé à ça, c'est que l'année que je fais en Formule Renault où on visait le titre, on termine troisième, c'était chaud, ça s'est décidé à la dernière course, j'avais pas d'ingénieur. J'avais juste un mécanicien chef. Et résultat, j'avais la chance d'avoir le circuit du Val de Vienne quasiment à disposition tous les midis et tous les soirs. Donc l'été, quand tout le monde part en vacances, moi j'allais au Val de Vienne et on roulait tous les midis entre midi et 2 et le soir à partir de 17h. Et on avait tellement de temps de roulage de dispo que j'ai voulu passer en revue avec mon mécanicien chef qui s'appelle Guillaume, qui était un mec aussi brillant et passionné par ce qu'il faisait. On a changé tous les réglages de la caisse. On a passé toutes les positions de barre anti-roulis à l'avant. On a dessiné des end plates pour changer les end plates sur l'aileron avant de la voiture, voir ce que ça faisait. On a changé l'intérieur des amortisseurs. On a bossé sur les compressions des tentes, les hauteurs de caisse, etc., pour comprendre et pour pouvoir avoir des réponses lorsqu'on avait des problèmes sur les week-ends de course. Et on a tout fait nous-mêmes. Et résultat, cette année-là m'a forcé à creuser un peu et m'a apporté beaucoup de connaissances. Et résultat, quand j'ai évolué dans les championnats dans lesquels j'étais, eh ben, j'avais cet atout et ça m'a passionné. Et quand j'ai fait de la Formule Palmer Audi l'année d'après en 99, c'est un concept qui est assez particulier. On avait un ingénieur qui changeait pour 2 courses et toutes les 2 courses on changeait d'ingénieur. Il y avait 10 courses et 5 ingénieurs en gros. Et moi, j'avais pas envie de partager, j'avais pas envie que mon ingé sache ce que je faisais sur la caisse. Parce que je sais que cet ingé-là, il allait aller avec un autre pilote derrière. Donc, c'est le partage d'informations en permanence. Donc, moi, je disais à mon ingé ce que je voulais, sans lui expliquer pourquoi. Je dis non, mais je veux ça. La barre avant, je me souviens, c'était une barre en T. On devait écarter le push pour pouvoir tordre un peu plus la barre ou pas, si on voulait plus de rigidité ou moins de rigidité.
Et je disais, moi, je veux qu'on mette la barre à 19 mm. Je me souviens, à Spa, j'étais à 21. Et il m'a dit, non, je lui dis, je veux 2 mm plus dur. Mais pourquoi? Parce que. Et je lui ai dit, c'est pas pourquoi. Et je savais exactement ce que je voulais sur la caisse. Et point. Et ça marchait comme ça. Et donc, c'était un vrai atout. Et comment tu arrives à sentir qu'il faut déplacer une barre d'1 ou 2 mm? Ça se sent, ça s'apprend? Est-ce que tous les pilotes ils peuvent sentir ça? Bah alors, je pense que non, effectivement, il y a des pilotes qui sont passionnés par ça et qui ont un vrai ressenti et qui connectent. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de pilotes ont un ressenti. Tous les pilotes sentent ce que fait la voiture, mais peu arrivent à le traduire. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui disent ouais, la caisse, elle est pourrie. Oui, mais pourrie, ça veut dire quoi? Elle fait quoi? Bah là, il y a ça, et puis ça, il se passe ça. Il y a beaucoup d'ingés qui ont besoin d'apprendre à. Enfin, les ingés ont besoin d'apprendre à lire ce que le pilote leur dit. Mais si il y a des pilotes qui sont intéressés par la mise au point et la compréhension de ce qui se passe, et ben ça aide, ça crée des raccourcis. Il y a des pilotes qui s'en foutent. Je veux dire, en DTM, à un moment donné, ils travaillent avec des packs, un pack d'amortisseurs et un pack de réglage. Bon, le pilote, il dit ouais, bah, le pack B, il marche mieux que le pack A. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, s'il savait ce qu'il y avait dedans, il pourrait orienter la mise au point de la caisse et faire évoluer dans le temps. Je pense que Michael Schumacher était extrêmement doué là-dedans. Il y a des pilotes qui sont intéressés par ce truc-là et d'autres qui s'en foutent, qui ont un ressenti mais qui ne mettent pas les bons mots dessus. Il n'empêche qu'ils peuvent quand même faire une carrière. Donc, Oui, voilà, il faut pas non. Enfin, disons que c'est pas parce que tu es hyper bon en mise au point que tu vas être forcément meilleur que les autres et que tu vas avoir une carrière, tu vas avoir une plus grosse carrière. Raikkonen, typiquement, il était capable de rouler avec n'importe quelle caisse. Si la caisse est sous-virée, bah, il roulait quand même avec. Il était capable de l'exploiter. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a passionné. Puis ça m'a permis de trouver des jobs derrière et de faire du développement, notamment sur la Super League Formula et d'autres voitures. On m'a demandé de venir faire un peu de mise au point. Et à part sur les championnats, tu t'es jamais dit à un moment donné, bah, pourquoi pas devenir pilote d'essai d'un constructeur, en particulier, tu vois, et créer, faire évoluer une voiture de A à Z? Bah, alors, la Super League Formula, pour le coup, c'est moi qui étais le pilote de développement de A à Z, du début, les premiers roulages jusqu'au dernier roulage avant que la voiture soit utilisée en course, même si ça parle pas à beaucoup de gens, la Super League Formula, parce que c'est un championnat qui n'a vécu que 3 ou 4 ans. Mais je l'ai fait pour un véhicule de compétition. Un véhicule de route, c'est un petit peu différent. Je pense qu'il faut d'autres connaissances, notamment en électronique. Et puis, j'ai jamais eu l'opportunité qui s'est présentée. Et puis, je suis pas allé la chercher parce que j'avais d'autres trucs. Voilà, j'ai eu d'autres opportunités de carrière ou de job. Donc voilà. Mais bon, notamment l'année dernière avec Quarkus, j'ai participé un petit peu au développement de la voiture. Et donc, ça m'arrive encore de le faire. Donc tu pars ensuite en F3 britannique. Ça, c'est un championnat qui était plutôt prestigieux, parce qu'il y a plein de pilotes assez connus qui ont participé à ce championnat. Oui, effectivement. Alors, ça fait un peu l'ancien temps, mais à l'époque, il y avait 80% de la grille de F1 qui était passée par la F3 britannique. Donc, si on revient un peu en arrière, Senna, Montoya, Piquet. Enfin, je sais pas, il y en a tellement. Tout le monde est passé par là parce que c'était le championnat le plus relevé au monde. De F3. Il y avait de la F3 un petit peu partout sur la planète, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne. Et le championnat britannique, c'était quand même le top. Et donc la plupart des pilotes avaient en point de mire de passer par la F3 britannique pour accéder ensuite à la 3000 et à la F1. Il y en a qui faisaient F3 Brit, F1 direct. Et c'est lors de ce championnat, lors des Masters de No Kill, que tu vas connaître sûrement le plus gros accident de ta carrière. Avant de parler de cet accident, est-ce que tu avais déjà eu des accidents avant celui-là? Non, il y a toujours un moment donné où tu vas taper un mur, ou voilà. Mais un gros accident comme celui-ci, non, j'en avais pas eu. Et en fait, c'est une course de no-kill qui a été annulée parce qu'en Écosse, il fait un temps pourri. La pluie tombe comme ça de temps en temps, sinon comme ça. Et on a refait cette course à mince, j'ai un trou. À Tuxton, non? À Thruxton, pardon, oui, merci. Voilà. Exactement. Et en fait, la course de no-kill ayant été annulée, on a été faire la course, elle était reportée à Thruxton. Et c'est là-bas où j'ai eu cet accident. Non, j'avais pas eu d'autres accidents avant celui-là. Pas comme ça, en tout cas. Et celui-là, du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Et celui-ci... alors, en fait, le week-end de Thruxton, on a 2 courses, comme d'habitude, avec 2 qualifs. Les qualifs se déroulent hyper bien. Je me qualifie 3e, puis 2e pour la 2e course. J'arrive à splitter les 2 Carlin à l'époque où il y avait Takuma Sato et Anthony Davidson.
donc vainqueur d'IndyCar, de Indy 500, et Anthony Davidson qui était en F1, avec qui je travaille aujourd'hui en WEC. Donc c'était plutôt cool. Et on a dû refaire la course de Knock Hill qui avait été annulée. À cette course-là, j'avais un problème de boîte et donc je partais assez loin. Je partais 11e ou 12e. Mais comme ça marchait hyper bien à Thruxton, et ben je remonte et je passe 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 et je vais me battre pour la 3e place. Et il restait 3 tours et le mec qui était devant moi, Derek Hay, c'est un petit peu compliqué à doubler. Un peu particulier. Je l'avais déjà pratiqué en Formule Palmerody et voilà, on n'avait pas une super bonne relation et lui il n'avait pas une super bonne relation avec qui que ce soit d'ailleurs, et il m'a fermé la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, et lors du dernier tour j'ai voulu changer ma stratégie. Il y a vraiment un endroit où on peut doubler à Thruxton et un autre qui est un peu plus compliqué. Comme le premier endroit ça passe pas, je change ma stratégie, je reste derrière lui et je tente de dépasser dans la dernière chicane. Et puis là à ce moment-là, au moment où je le croise, et ben, il ferme même pas un peu la porte, juste il lâche la pédale de gaz devant moi, et moi j'étais à 262 km/h et j'étais à peu près à 20 cm derrière lui, donc j'ai même pas eu le temps de réagir, j'étais à fond quand je suis passé par-dessus lui, et j'ai le vent donc je suis monté dessus et le vent il s'est engouffré sous la voiture et ça m'a fait décoller, et j'ai touché le sol 1 fois avant de traverser le grillage de protection derrière lequel il y avait des spectateurs. Heureusement pas trop puisqu'on était le samedi. On avait refait la course le samedi et pas le dimanche, parce que si ça s'était produit le dimanche, ça aurait été une hécatombe. Mais il y avait quand même un peu de spectateurs. Il y a eu 8 personnes qui ont su des débris, et il y a une dame qui a été grièvement blessée, qui a eu un choc à la tête, qui a été grièvement blessée, et avec toute une histoire derrière assez compliquée et émouvante pour moi. Voilà. C'était une journée un peu particulière, ouais. Et tu as eu des séquelles psychologiques par la suite de ça, parce que c'est un accident très impressionnant. Tu as la peur de le dépasser, de monter dans une voiture? Non, pas du tout. En fait, de ce côté-là, absolument aucun problème. La voiture était trop endommagée et elle était mise sous scellé pendant la nuit et le lendemain par la police, parce que comme il y a une personne qui était blessée, c'était très bizarre. Ils ont voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'après la course, j'ai quand même un flic qui est venu me voir pour me demander si... il a fallu que je remplisse des papiers d'assurance pour qu'il me demandait si j'avais doublé par la droite ou par la gauche, et si j'avais mis mon indicateur ou pas. C'était très bizarre. Ça n'avait pas de sens. Et c'était un cas complexe à gérer au niveau des assurances. Et pas de séquelles pour moi. Le lendemain, la grille de départ, je devais partir 3e puis 2e. Et je me souviens, j'étais gamin, mais je me souviens avoir marché sur la grille et avoir compris que je ne prenais pas part à la course. Et je me suis barré et j'étais chialé entre 2 camions parce que j'étais dégoûté de ne pas pouvoir rouler. C'était la première fois que je partais en première ligne. Donc ça, c'était difficile. Mais en fait, j'ai appris 6 mois après que je m'étais fissuré une vertèbre lors de l'accident. Et en fait, j'avais hyper mal la nuit, mais je voulais pas rentrer en France parce que je voulais pas qu'on m'empêche de faire la suite du championnat. Donc je me souviens que la nuit, à 4h, 5h du mat, je me réveillais, j'allais dormir par terre toutes les nuits parce que j'avais trop mal au dos. Et il n'y a que par terre où j'étais mieux. Et ouais, j'avais pas dit à mes partenaires, parce qu'à l'époque, j'étais financé par un fonds commun de placement. Et je voulais pas qu'on m'empêche de faire la fin de l'année pour pouvoir que ça endommage ma carrière. Tu as continué à rouler avec une vertèbre Ouais, fissurée. Elle n'était pas cassée, mais fissurée. Et je l'ai su qu'après, quoi. Ouais, je l'ai su au mois de janvier. Je suis rentré en France, donc au mois de décembre. Je suis rentré en France dans ma famille à Noël, et j'avais quand même mal. Je dis putain, je vais quand même aller voir. J'étais voir plein d'ostéos, de machins, de trucs qui me faisaient des ultrasons dans le dos, puis il n'y avait rien qui marchait. Je vais quand même aller faire une radio. Et ils m'ont dit ah ouais, bah là il y a un petit crack qui reste. Bon bref, voilà. Pas très malin. Et comment s'est fini finalement toute cette histoire avec cette dame? Et ben en fait ça m'a toujours trotté dans la tête, parce que pendant je demandais des nouvelles, mais en fait j'avais pas le droit de contacter la famille à cause du process d'assurance qui avait en cours, pour pas altérer le process. Et puis quand on a pour objectif la F1 et que la carrière passe avant tout, au bout de 2 ans, tu passes un peu à autre chose, t'es focusé sur ce que tu es en train de faire, tu essaies de trouver des partenaires, de financer ta saison. Et je demandais des nouvelles à Trevor Carlin, qui était le patron de l'écurie où je roulais après en 2003.
Et il était assez vague en fait, mais il m'a quand même dit un jour, il m'a dit oui, mais elle a retrouvé ses capacités, tout ça, elle a juste un petit problème de mémoire. Et puis c'était tout. Après, je crois que 10 ans après, Autosport a fait un article euh, sur les différents accidents qu'il y avait eu en Angleterre, et notamment sur celui-ci qui était un des plus gros accidents qui avait eu sur un circuit anglais lors des 10 dernières années. Et puis quelqu'un a refait une photo, genre 5 ans après, de cet article. Je sais pas pourquoi il est repassé. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc en tête de jamais vraiment avoir su ce qu'avait eu cette dame. Et j'avais toujours en tête le moment où, le soir de l'accident, je m'étais conduit tout seul à l'hôpital, parce que j'avais quand même mal au dos. Euh, et j'avais croisé un monsieur qui était en fait le mari de cette dame, qui s'appelle Andrew, euh, qui parle à mon ingé. Mon ingé était venu avec moi, m'avait accompagné à l'hôpital. Et en le croisant, Chris lui pose une question. Et je me souviens de voir ce bonhomme qui faisait 2 mètres et 120 kilos lui répondre et fondre en larmes. Et je comprenais pas ce qu'il venait de lui dire parce qu'il avait un fort accent de gallois. Et puis Chris m'a pas trop expliqué dans le détail. Moi, j'étais quand même pas hyper bien. Et je vais donc m'allonger, voir le médecin pour qu'il essaie de m'ausculter. Et puis, ils me font même pas de radio, que dalle. C'est un peu la panique à l'hôpital. Et voilà, donc je sais plus pourquoi j'en étais arrivé là, mais après que cette photo d'accident a été republiée, j'avais mis un tweet et j'avais dit il est jamais trop tard pour aller en parler. Et le soir après ce tweet, je reçois un message sur Twitter d'une petite fille, enfin non, d'une fille, d'une jeune fille, qui me dit voilà, j'ai 18 ans, je suis la fille de la dame qui a été blessée. Et comme aujourd'hui j'ai 18 ans, je voudrais avoir ta version de l'accident et comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Et je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit bah écoute, je pense qu'il serait bien qu'on en parle de vive voix. Et je te donne mon numéro de téléphone. Donc appelle-moi. Et puis voilà. Et donc on s'est parlé 1 ou 2 fois. Et je crois qu'assez immédiatement, j'avais en tête d'aller les voir. Et c'était au mois d'août, je me souviens. Et c'était le milieu du mois d'août. Et j'ai pris un avion, j'ai pris une caisse de loc et j'atterris à Cardiff et je suis allé les voir. Euh, et bah, c'était très émouvant pour tout le monde parce qu'il s'était passé 15 années avant qu'on se voit enfin. Et, euh, et en fait, c'était assez dur de comprendre ce qui s'était passé parce que la dame, elle a été dans le coma pendant. J'ai plus la période exacte, mais je crois qu'elle a été mise dans le coma pendant 4 ou 5 mois. Un coma forcé parce elle avait donc un trauma crânien assez grave. Euh, et quand elle s'est réveillée, cette petite fille qui m'a contacté, qui avait 18 ans, à l'époque elle avait 4 ans, mais la maman avait perdu 5 ans de mémoire. Donc elle avait les 5 dernières années de sa vie qui avaient été effacées. Et donc elle ne se souvenait pas qu'elle avait une petite fille. Et je pense que ça a été très difficile à vivre pour cette petite fille qui, quand sa maman l'a vue, elle ne l'a pas reconnue. Elle se souvenait de son mari, de son premier fils, mais pas de Léa. Donc, ouais, c'était un moment difficile. Et puis ça m'a toujours un peu. Je l'ai toujours eu un peu en fond, parce que la boucle n'était pas bouclée. Donc je pense que ça fait du bien à tout le monde qu'on aille se retrouver et qu'on explique ce qui s'était passé, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi je m'étais envolé et pourquoi j'avais eu cet accident. Donc voilà, j'ai expliqué le pourquoi. C'est émouvant de faire ce chemin-là, que ça a été fait, que vous ayez eu la rencontre, etc. C'est quand même émouvant comme histoire. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que quelque part, je l'avais enfoui tout ce temps. Et puis, je sais pas pourquoi j'y pensais. Et quand les photos remontaient, bah, ça faisait remonter ce truc-là. Donc, ouais, c'était. Ouais. Et puis surtout, avec cet accident, il y a d'autres trucs qui étaient liés, qui sont assez dingos, notamment cette histoire que je raconte quand même assez souvent. C'est que mon ingé, Chris Veller, qui était un agent F3 depuis très longtemps, il était ingénieur d'un pilote qui s'appelle Marcel Albers et qui s'est tué en ayant exactement le même accident dans le même virage 10 ans avant. Ouais, peut-être pas 10 ans avant.
Même virage, même circuit, même conditions, exactement le même accident. Et l'année d'après, j'ai eu le prix Marcel Albers, qui était distribué au Masters de Zandvoort en F3 pour le meilleur tour en course. Ou le meilleur tour en course, ou le plus grand nombre de dépassements, je crois, ou un truc comme ça. Bon, bref, un truc à la con. Boucle bouclée de toute cette Ouais, et histoire. donc j'ai eu ce prix-là l'année d'après. Enfin, bon, c'était un peu, tout ça était un peu chelou. Ça fait des histoires. Ouais, c'est quand même des grosses histoires à Ouais, raconter ouais, quand c'est même. marrant. Ouais. Donc, Enfin, marrant ou pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, oui, c'est c'est pas marquant. anodin. Ouais, ouais. Ouais. Avec tout ça, tu arrives quand même à continuer l'école, des études, Oui, oui. Alors l'école, je l'ai continué. J'ai fait un bac L, qui est un peu bizarre pour un pilote, mais bon, voilà, j'étais pas. Mais En oui, parce fait, que par non, mais parce rapport que à... j'aimais bien bon, j'étais pas particulièrement mauvais en maths, mais après j'avais un prof de maths avec qui je n'accrochais pas trop. C'est souvent comme ça, je pense, les histoires. C'est en fonction des gens qu'on a en face de soi. Et j'avais un prof de lettres que je trouvais génial, qui s'appelait Monsieur Burtin. Voilà, il avait des grandes tirades et tout. Et un autre prof avant qui avait une grande moustache. Bon, bref, j'ai eu deux profs de français qui étaient cool. J'étais particulièrement bon en français. En orthographe, j'étais absolument terriblement nul. Euh, je suis obligé de me relire 3 fois. Quand je me relis pas, c'est encore une catastrophe. Bon, quand je me relis, ça va mieux. Mais bon, petite faute d'inattention de temps en temps. Bref, le tone me le rappelle souvent d'ailleurs. S'il m'arrive de faire un post sur Instagram un peu rapidement, bling, j'ai un message du tone, corrige, ah ouais, merci. Euh, ouais, c'est un peu par hasard que j'ai fait L, et puis derrière j'ai fait un bachelor business administration en anglais, parce que j'ai été dans une école bilingue quand j'étais gamin, qui me permettait d'avoir du temps de libre pour faire du sport auto, parce que je pouvais mettre mes UV un peu quand je le voulais, donc répartis surtout l'hiver, et voilà. Et c'est pas plus compliqué de faire une filière un peu plus littéraire pour comprendre la mécanique? Bah, disons que si j'avais fait maths, j'aurais peut-être compris davantage de trucs, mais à mon niveau, et à l'époque, la mécanique, elle était relativement simple quand même. Donc le seul truc qui était compliqué, c'était de calculer Et tout ça, c'est déjà dans le bouquin de chez Dallara, en F3 ou même en Formule Renault. Tu avais un empilage de rondelles Belleville. Et bah, quand tu connais la dureté de l'empilage de rondelles Belleville, et bah, tu sais ce dont tu as besoin. Donc non, c'était pas, ça m'a pas empêché de comprendre ce qu'il fallait avoir sur une caisse. C'est pas parce que j'ai fait L que j'étais complètement nul en maths. Ok. Si Je c'était vois bien. sous-entendu ou pas? Ça Non. n'était pas Bon, sous-entendu. tout va bien. Donc tu enchaînes ensuite avec de la GT500 et ensuite tu pars en endurance, tu participes aux 24 heures du Mans et d'ailleurs tu as dû abandonner les premières à cause d'une roue. Alors oui, alors GT500, j'ai fait qu'une course en GT500, qui était une course hors championnat aux US, mais bon, c'était cool. Et après, je fais les 24 heures du Mans, la première année avec Jonathan Cochet comme coéquipier, un de mes potes qui m'avait emmené là-dedans, avec Courage en LMP1 dans la catégorie Rennes, et avec Shinji Nakano qui était un ancien pilote Pro Grand Prix. Et effectivement, j'ai un pneu qui explose à 314 km/h et qui détruit l'arrière de la voiture. Par miracle, je reste sur la piste. Par miracle, j'arrive à ramener la voiture jusque dans les box. Il y avait tellement de dégâts sur la voiture qu'on était obligé d'abandonner. C'est couillon parce que cette année-là, aux essais, on avait fait 3e et on était qualifié 5e sur la grille. Donc on aurait pu faire un truc pas trop mal. Et c'est une époque où on ne devait pas réparer la voiture soi-même avant de pouvoir retourner dans les box, etc. Ah bah, c'est toujours un peu comme ça. D'accord. T'as pas besoin, tu peux pas avoir d'aide de qui que ce soit sur la piste. Donc déjà, il faut que tu te gares à l'intérieur du circuit parce que si on doit te passer, on peut te passer des outils, mais personne ne peut intervenir sur la caisse. Donc si tu veux qu'un mécanicien te passe un outil, bah, il faut que tu sois garé à l'intérieur parce que si tu es à l'extérieur du circuit, il ne peut pas venir te voir. Je crois que c'est toujours comme ça. Ouais. Et effectivement, ouais, tu dois te débrouiller tout seul. Bon, moi, heureusement, la caisse, j'ai pu la ramener en roulant jusque dans les box. Mais là, en fait, toutes durées d'huile ont été arrachées à l'arrière de la voiture et la boîte a tourné sans huile et elle a bleui. Donc on savait qu'on allait prendre la boîte dans la gueule un peu plus tard, donc on a abandonné. Et c'était pas justement l'époque de la Delta Wing quand t'as roulé? Non. La Delta Wing, elle a roulé, je crois que c'était 2006, non? Non, je sais plus quand est-ce qu'elle a roulé. Mais alors, pour le coup, il y a une anecdote géniale. Vous pouvez essayer de trouver ça sur YouTube pour regarder. C'est un moment qui est poignant de sport automobile. Mais c'est Satoshi Motoyama, qui est un pilote Nissan, qui roulait sur la Delta Wing et qui tombe en panne. Où je sais pas, il a un accrochage.
Et il essaie de faire. Il est sur le bord de la piste et il y a son mécanicien qui lui file des outils et il essaie de réparer sa caisse tout seul. Il arrive à la redémarrer. Il arrive à avancer un petit peu. Et en fait, la culture japonaise est très différente de la nôtre. Et il peut pas perdre la face. Et au moment. Satoshi Motoyama, c'est un dieu vivant du sport automobile. C'est un des meilleurs pilotes au monde pour moi. Il a une carrière de dingue. Il a gagné 5 fois la Formule 1 Nippon au Japon et le championnat GT aussi. Et vous voyez, il retire pas le casque. Quand il sait qu'il abandonne, il retire pas le casque. Il est limite visière fermée. Vous voyez l'émotion qui traverse. C'est un truc de ouf. Faut regarder ça, c'est génial. Mais justement, à quel moment tu switches quand même de la monoplace et de tout le parcours que tu faisais à repartir en GT, en endurance, etc. C'est un peu par la force des choses finalement, puisque à un moment donné, la carrière en monoplace, si tu vas pas en F1, il se passe plus grand-chose. Et je pense que ma carrière en sport automobile, elle a été un peu dictée par notre objectif d'accession à la F1, qui était le seul objectif. Je pense que si j'avais bifurqué beaucoup plus tôt en endurance ou en GT ou ailleurs, j'aurais une toute autre carrière, mais on s'est entêté pour la simple et bonne raison que j'avais des gens qui m'avaient financé et qui n'avaient un retour sur investissement que s'il y avait accession à la F1. On a élargi un petit peu après dans le contrat en disant on inclut l'IndyCar et le DTM, parce que c'était des autres championnats où tu pouvais gagner ta vie. Mais on a quand même toujours tiré vers la F1. Et les autres options que j'aurais pu avoir en GT ou en proto ou en endurance à l'époque, je les ai repoussées. Et résultat, à un moment donné, la monoplace, ça s'arrête. Et puis, tu n'as plus grand-chose, donc tu prends ce que tu as. Et en 2005, je faisais encore de la monoplace, parce que j'ai refait le championnat de World Series en 2006. Mais voilà, et en 2007, j'ai eu l'opportunité de rouler avec Jacques Nicolet, qui cherchait un coéquipier qui pouvait l'aider, le coacher. Jacques Nicolet qui a après créé Hawk Racing et qui a racheté Ligier, et qui est Ligier Sport aujourd'hui. Non, pas Ligier Sport, Ligier Automotive. Et avec qui j'ai eu la chance de participer les 24 heures du Mans et avec qui j'ai une relation humaine absolument géniale. C'est un grand monsieur du sport automobile français qui a fait plein de belles choses et qui m'a permis de continuer ma carrière et de faire les 24 heures du Mans avec lui. Alors cette année-là, c'était en LMP2. On a malheureusement abandonné aussi, même si on était compétitif, parce qu'on était deuxième quand on abandonne. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai bifurqué, parce qu'il n'y avait pas de suite en monoplace, donc je suis passé à l'endurance. Tu as également fait la mythique course des 24 heures du Nürburgring. Oui. Tu n'avais jamais roulé sur ce circuit avant la course? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour faire les 24 heures du Nürburgring. Il faut avoir 4 permis, machin, tout ça. À l'époque, c'était un peu plus simple, mais tu étais quand même obligé de participer à 2 courses sur la Nordschleife pour pouvoir participer aux 24 heures. Donc, tu dois faire deux courses à DAC. Et la première course à DAC, je mets la caisse dans le mur pendant les essais. Super. Voilà, typique, un Nürburgring, c'est toujours comme ça. Tu tapes. De toute façon, ils m'ont dit, non, mais de toute façon, tu vas taper. Pour la première fois que tu roules, tu vas taper. Et en fait, je me fais doubler par une GT, je vois pas qu'il est à l'intérieur, je braque, bam, il met une chouquette, et bon, mur, fin, la voiture pliée, le train avant comme ça. Merci Bruce. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire, c'est mon coéquipier. C'est Jonathan Cochet. Jonathan Cochet, avec qui j'avais fait les 24 heures du Mans, c'était aussi mon coéquipier avec Alexandre Préma aux 24 heures du Nürburgring. Et lui, Cochet, il a mis une caisse de route dans le mur. Pas pendant la course. Juste, il est venu apprendre le circuit un peu avec une RCZ qui était prêtée par Peugeot, gentiment. Et lui, tout seul, il éclate la caisse. Voilà. Allez, c'est bien fait pour toi. Et justement, comment tu arrives à le maîtriser, ce circuit? Cochet, tu peux pas le maîtriser. Il est immaîtrisable. Le gars est fou. Alors, comment tu arrives à maîtriser ce circuit? Pour être un peu plus sérieux, tu fais Gran Turismo. À l'époque, tu joues sur le Gran Turismo. Il n'y avait pas ça. Et tu fais Gran Turismo, tu apprends le circuit par cœur. Et en vrai, Gran Turismo te permet de savoir là où ça tourne. Mais avant de maîtriser le circuit, on dit, et je pense que c'est vrai, il faut avoir fait la totalité des 24 heures une fois. Et quand tu as fait ça, tu as rencontré plein de conditions différentes. La nuit, les fumigènes et les pneus qui crament la nuit, avec moins de visibilité. La pluie. Et le sec et le lever du jour. En général, quand tu vois le lever du jour et que tu as passé la nuit, alors tout n'est pas fini parce que moi c'est ce qui s'est passé, j'ai terminé la nuit, j'ai vu le soleil se lever et là j'ai dit c'est bon, on a passé le plus dur. On va au bout, on était en tête, on allait gagner la catégorie. Et là Alexandre Préma s'est pris de grippe avec un gars qui lui cassait un peu les nouilles et ils sont accrochés, il a mis la caisse dans le mur.
Oh, j'étais vert. C'est dur en équipe. Hein. Ah ouais, là, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on a tellement bien rigolé, c'est un super souvenir. Bon, ça aurait été mieux si on avait gagné. Du coup, c'est l'autre voiture qui gagne, qui était derrière nous. Mais en gros, on était perfo à la sortie de la nuit. Enfin, quand on a commencé les 24 heures, on prenait, par rapport aux pilotes locaux qui roulaient sur l'autre RCZ, on prenait entre 5 et 10 secondes. Je crois qu'on a 6 secondes au tour. Mais dans le trafic, on se démerdait correctement. Mais en perfo pur, on prenait encore 6 secondes. Il faut savoir que le premier roulage, on prenait entre 40 et 50 secondes au tour. Et tu as l'impression d'attaquer. Hein. Donc sur la partie Nürburgring, que tu connais, les mecs, tu remontes dessus, il n'y a pas de problème. Quand tu arrives sur l'autre truc, je me souviens sur une BM, un mec, il passait tout en drift, il partait. Je n'arrivais pas à le suivre. En fait, tu apprends à enrouler. Et il n'y a qu'au petit matin où on était, donc après toute la nuit et donc près de 16 heures de roulage, qu'on était dans les mêmes chronos que l'autre voiture. Et à la fin de la course, tu connais vraiment tous les virages par cœur. Ouais, au matin, quand tu as passé la nuit et que tu es au petit matin et que tu as vu le jour, là, tu es bien. Et c'est une course où tu vois un peu des trucs de fou, non? Ah ouais, tu vois des trucs de malade. Là, tu vois, ouais, c'est-à-dire que les 24 heures du Mans, c'est particulier, mais à côté des 24 heures du Nürburgring, c'est un dimanche à la campagne. Non, parce que là-bas, il se passe des trucs de malade. Moi, je me souviens avoir vu, à un moment, j'ai un drapeau blanc. Donc, drapeau blanc, c'est un véhicule qui se déplace sur la piste. Et je me souviens dans cet enchaînement-là, dans la montée, tu as des gauches, des droites rapides. Et je vois drapeau blanc. Je fais un peu gaffe. Sortie du virage, il y a un camion plateau qui est sur la piste et qui roule sur la piste pendant la course. Il n'y a pas de safety, il n'y a rien. Et il a 2 voitures sur le plateau. Et il roule avec vous sur la piste. Tu fais, ouais, ok, c'est un peu spé. Et puis, tu as des zones où, quand tu as une caisse qui tape et que le rail est endommagé, il faut qu'ils réparent le rail. Donc, ils font une zone jaune. Donc, tu arrives sur la zone jaune à bloc, tu freines, tu bloques toutes les roues, tu arrives comme tu peux pour ne pas perdre trop de temps. La zone, elle est limitée à 50 ou 60 km/h. Parfois, ils t'obligent à passer dans l'herbe. Ils placent tellement les cônes ras-bord que tu roules dans l'herbe. À moitié, tu as 2 roues sur le bitume, 2 roues sur l'herbe. Et à la sortie, tu sors de la zone jaune et c'est vert. Mais à la sortie de la zone jaune, à 20 mètres près, quand tu passes le dernier cône, il faut être alerte. Je me souviens avoir doublé un mec tout de suite à la sortie de la zone jaune. Et ouais, tu fais des trucs que tu peux faire nulle part ailleurs. Enfin, tu vois des trucs de fou. C'est vraiment une course à vivre. Ah oui, c'est une course à vivre. C'est hyper particulier, c'est pas représentatif du sport auto en général. C'est une course qui est unique. Et oui, je suis hyper content de l'avoir fait. Et comment, à un moment donné, tu tournes un peu le dos à la compétition? En montant cette boîte-là. En montant cette boîte où il fallait être présent, c'est moi qui opérais le simulateur. Avant, ici, il n'y avait qu'un gros simulateur pro avec un grand écran. Et il fallait un opérateur, c'était moi. Et puis bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, il faut que j'essaie de monter quelque chose qui soit assez pérenne dans le temps et qui va me permettre d'en vivre. Parce que j'ai eu la chance de vivre du sport auto pendant quelques années, pendant peut-être 6 ou 7 ans. Mais après, tu dis que tu vieillis, puis tu vas passer à autre chose, il y a une nouvelle génération qui arrive, il faut que je fasse d'autres choses. Et résultat, j'ai eu des opportunités que j'ai abandonnées ou que j'ai pas prises pour construire cette aventure ici, où j'avais des associés avec qui je m'entends à merveille encore aujourd'hui. Et voilà. Donc, résultat, tu as un peu moins de choses qui se présentent. Quand tu prends un peu de bouteille, tu as des jeunes qui sont là et qui prennent un peu la place et la suite des choses. De toute façon, tu as eu d'autres opportunités, parce que par exemple, c'est là où tu as fait aussi Top Gear France. Oui. Comment ça s'est présenté, ça? Totalement par hasard. En fait, cette année-là, j'ai François Sicard, qui est maintenant à la FIA, qui m'avait proposé de prendre en management l'équipe Renault Formula E. Qui était une belle proposition et une belle suite de carrière pour moi. Mais en même temps, on m'a proposé de faire Top Gear France. Alors, comment s'est passé Top Gear France? C'est vraiment par hasard. C'est un pote à moi qui s'appelle Romain Yanetta, qui est aussi un pilote automobile et qui a une écurie de midget et de NASCAR, qui m'appelle pour que je le rencadre parce que j'ai fait du management sportif aussi dans le sport automobile. Je gérais la carrière de jeunes pilotes et de pilotes en général. Et il me dit, est-ce que tu sais pas où il y a une opportunité de baquer à droite à gauche, etc. Bon, bref, je lui donne les infos. J'étais à l'époque en Australie avec mon ex-femme. Et il me dit, mais dis donc, en fait, la semaine dernière, j'ai fait le casting pour Top Gear. Tu l'as pas fait, toi? Je lui dis, non, je suis même pas au courant qu'il y a un casting. Mais il me dit, putain, mais ça serait trop bien pour toi. Attends, ils cherchent encore, ils n'ont pas trouvé. J'appelle la nana, qui était la directrice de casting.
Et effectivement, 2 minutes après, j'ai Delphine Benatar qui m'appelle et qui me dit bonjour. J'imite hyper mal la voix de Delphine. Elle a une petite voix douce. Bonjour, il faudrait venir au casting demain. Bah non, ça va pas être possible, je suis en Australie là. Ah bon, mais vous rentrez quand? Bah la semaine prochaine. Bah alors faut venir la semaine prochaine. Ok. Donc je suis allé faire un casting, j'avais jamais fait de casting de ma vie dans une petite salle à la BBC à Paris. Et je me souviens, elle m'a posé la question de me dire bon, alors un autobloquant ou un différentiel. Elle me dit c'est quoi un différentiel? Alors je lui explique ce qu'est un différentiel. Et elle avait une fiche. Elle me regarde, elle me dit bah non, c'est pas ce que j'ai écrit sur la fiche. Je lui dis oui, mais c'est ça. C'est dans d'autres termes. Alors je lui explique les faces, les plateaux, etc., etc. Et là, elle dit non, mais c'est vraiment pas ce que j'ai écrit sur ma. Je lui dis oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est ça, ça marche pareil. Je vous explique. Voilà. Qu'est-ce que vous avez écrit sur la feuille? Bon, bah, voilà, ça c'est ça et ça c'est ça. Bon, c'était assez drôle. Et quand on sort de là, elle me dit bon, il va falloir revenir la semaine prochaine parce qu'il y a la deuxième phase du truc, du casting. Je dis ah non, la semaine prochaine je peux pas, je suis à Prague. Ah, mais c'est pas possible ça, il va falloir revenir. Bon, bref. En 3 étapes. Et la troisième étape, il fallait parler en roulant et en roulant le plus vite possible sur un circuit, ce qui m'a pas trop dérangé. Et donc, j'ai eu Top Gear. Et après, ça a été un choix de pas prendre l'opportunité en Formule E et de faire Top Gear. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de rajouter une corde à mon arc et d'avoir une expérience en dehors du sport automobile et dans l'audiovisuel. Et puis, c'était un bon choix. Je suis heureux de l'avoir fait. C'était super cool. Je me suis régalé pendant 9 années. Et ta vie, t'étais à l'aise devant la caméra? Parce que mine de rien, c'est pas ton corps de métier non plus. Toi, à la base, tu pilotais. Donc ça a été un peu inné, on va dire. Alors, avant, j'avais fait beaucoup de consulting en tant que consultant. C'est pratique, consultant. Pour Sport Plus, pour Eurosport, où j'intervenais en tant que consultant donc, pour commenter des courses automobiles. Mais bon, t'es pas derrière la caméra, t'es juste derrière le micro. Et ensuite, en Super League Formula, j'avais fait la présentation des tours de circuit de toute la série et toute la discipline toute l'année. Donc j'avais un petit peu d'expérience derrière la caméra, mais relativement peu. Ça a été assez facile pour les sujets, mais en même temps plutôt difficile sur les plateaux. Les plateaux, tout était scripté et écrit à l'avance, la première année. Et résultat, il fallait apprendre tout par cœur. On avait des fiches comme ça à apprendre par cœur. Et c'était pas simple parce que ça enlevait beaucoup de naturel. Donc cette partie-là était difficile et faire des conneries dans une voiture avec 2 gars sympas, ça c'était pas trop compliqué. T'as dû avoir des anecdotes mémorables sur Top Gear. Est-ce que par exemple t'as eu un accident aussi en Jordanie? Oui. Le seul accident de Top Gear où Philippe Lelouch a eu le hockey entre midi et 2, et donc il décide que le hockey va l'empêcher de tourner l'après-midi. Bon, la vérité, c'est qu'on avait un putain d'hôtel pas très loin, au bord de l'eau, à côté d'Elat, à la frontière israélienne, et qu'il avait très envie de retourner à l'hôtel au bord de la piscine, je pense, siroter une pina colada. Je suppose que c'est ça. Mais on est quand même tous là en place à bosser. On est dans un endroit qui est pas moche parce qu'on est dans le désert, dans le Vadirum, là où était tourné Star Wars. C'est hyper beau. Et à un moment donné, je dis à Philippe, mais regarde, profite, on est là, tu pourrais être à Paris, puis sous la pluie, là, on est bien là. Et ouais, non, j'ai le hockey, tu comprends. Et puis comme il est un petit peu hypocondriaque, il était un peu en panique. Bref, résultat, on change les plans de tournage de l'après-midi et on fait des prises de vue dans les dunes et tout ça. Moi, j'avais un Jeep avec un moteur de Corvette C6 dedans, un truc génial. Et on pouvait passer en 2 roues motrices, en 4 roues motrices. Donc je mets tout en 2 roues, je fais des grandes glisses dans les dunes, c'est cool. Tone tombe en panne avec sa voiture, donc je le mets avec moi dans ma voiture. Pareil, on fait la même chose. Et à un moment donné, on me dit, putain, il y a Philippe qui revient. Donc on est obligé d'enlever un cadreur. Et il va y avoir une tempête de vent dans pas longtemps. Il faut speeder, il faut qu'on passe les dunes. Là. Vent de panique. Philippe fait donc 2-3 prises de vue à dos de chameau sans parler parce qu'il avait toujours le hockey. Donc c'est un concours de circonstances de plein de trucs. Et Tone est avec moi dans la voiture. Et Tone, il n'est pas rassuré du tout dans les dunes, il n'aime pas ça. Et en général, je pense qu'il a confiance en moi, mais là, peut-être un peu moins ce jour-là. Et dans la précipitation, on me demande de passer une dune. Je ne fais pas de repérage, je ne vais pas voir derrière la dune. Je ne sais pas à quelle vitesse je dois arriver parce que je ne sais pas quelle gueule a la dune derrière.
Donc je le fais une fois à un endroit, et ensuite j'ai le rédac chef, il me dit ouais, attends, on va le faire là. Donc 5 mètres plus haut, il y a un petit truc en plus. Il me dit par contre, tu passes un poil plus vite. Je dis mais attendez, vous êtes où? Et là je commence à gueuler au Toki parce que je vois que c'est la panade totale. Il y a les cadreurs, je les vois plus, donc ils sont cachés derrière la dune. Et je vois un mec qui lève la main derrière la dune, là où on m'avait demandé de passer. Et je dis stop, c'est trop le bordel et tout ça. Je dis ah, tu te mets là, où je passe? Donc il me montre là où je passe. Je dis mais ah, tu te pousses. Enfin c'était orga de merde. Et donc là je pars. Tone met sa ceinture quand on est en train de monter la dune. Moi j'ai pas de ceinture. J'oublie de repasser en 80 motrices. Et quand j'arrive là-haut, je rajoute un petit coup de gaz au moment où on passe la dune. Et donc ça fait piquer un peu le nez de la voiture. Et le nez de la voiture tombe dans une poche molle de sable. Et ça fait... Et là, tout doucement au ralenti, bam, casquette par l'avant. Donc, et dans la voiture, pas d'arceau. Donc on a eu beaucoup de chance. Tony, il s'est fait une petite entorse cervicale. Moi, je me suis fait une touche de piano ici, où la clavicule s'est décollée. Mais rien de trop grave. Mais quand on est à l'envers et qu'on n'a plus de place dans la voiture, parce que le toit est écrasé, qu'il y a du verre partout et que j'ai toute l'huile chaude du diff de la boîte qui s'est ouverte et qui nous coule sur la gueule là comme ça. Au début, c'était pas terrible. Et ils nous ont sortis assez vite de là. Et voilà. Donc c'est le seul accident sur Top Gear. Et pourtant, on a fait plein de trucs vraiment dingos qui étaient bien plus dangereux que ça. Est-ce que les road trips sont les meilleurs épisodes à réaliser? Oui. Ouais, la plupart du temps, oui, quand même. Parce que y a une vraie aventure humaine derrière. Il y a entre 30 et 35 personnes, même le Japon, il y a 42 personnes qui sont là, avec qui on part pendant 15 jours, avec qui on traverse un pays. On bosse tous avec le même objectif qui est de raconter une histoire qui est cool. Il nous arrive plein de choses qui sont imprévues. Et ça reste les souvenirs les plus marquants. Après, avec Tone, je me suis pris des barres de rire sur des sujets courts. Mais globalement, c'est des très belles aventures de faire les road trips. Et j'ai vu que vous aviez eu des guests assez étonnants dans l'émission, Mmh. comme Jean-Pierre Foucault, Jean-Marc Généreux, etc. Il y a Ouais. eu des guests qui t'ont marqué? Alors, dans les invités qui m'ont marqué, ouais, il y a Joe Star qui m'a marqué un petit peu, parce qu'il n'a jamais conduit une boîte manuelle. Et résultat, il a fait avant-dernier. Et en fait, en fait, il s'est quand même battu. Il a réussi à passer la première sans débrayer 2-3 fois. La voiture a quand même avancé. Et, euh, et puis, il a entendu dire que j'avais fait un commentaire. Il a cru que je m'étais foutu de sa gueule. Et résultat, je vais à une soirée à Paris, qui est la soirée GQ de l'homme de l'année. Il est là. Tone discute avec lui. Tone m'envoie un texto en me disant il veut te péter la gueule. Parce qu'il pense que tu t'es foutu de sa gueule. Mais je dis, mais pas du tout. Et en fait, j'y suis allé direct. Et je suis allé le voir. Et il a vu que j'étais allé, et j'étais mort de rire. Il dit, mais tu te fous encore de ma gueule? Je dis, mais pas du tout. C'est juste que ça me fait rire. Il dit, mais t'as rien compris. Je me suis pas moqué de toi. Déjà, t'es pas dernier, t'es avant-dernier. Il dit, tu continues de te foutre de ma gueule. Je dis, mais non, c'est vachement bien. T'as jamais conduit de boîte manuelle. T'as quand même réussi à faire un chrono. Bref, ça s'est détendu très vite. Voilà, donc lui m'a marqué. Et sinon, il y a Jérôme Niel. Que je trouve hyper drôle, et qui m'a envoyé un texto parce qu'il cherche enfin voilà, il adore les bagnoles, on parle de bagnoles de temps en temps, et en fait dans une bagnole il est hyper doué et il s'est hyper bien démerdé. C'était la première année, je crois qu'il fait le deuxième temps ou le troisième temps, donc lui il m'avait marqué. Mais à vrai dire, quand on fait les plateaux et qu'il y a les guests, j'ai rarement le temps et j'ai quasiment jamais pris le temps d'aller les voir. Donc on pense qu'on est tous ensemble en permanence. Ils sont juste à côté, ils sont à 10 mètres de nous dans une autre salle, dans un autre petit, une salle de make-up. Mais les trois quarts du temps, on se rencontrait même pas. Et je prenais le temps d'aller leur dire bonjour rapidement, mais je passais pas de temps avec. Et parfois les ITV, je les voyais même pas. Donc voilà. En fait, ça m'a pas tant marqué que ça parce que j'ai pas eu le temps de discuter avec eux trop souvent. Quel a été ton meilleur souvenir avec Top Gear? Putain, j'en ai Si plein. tu peux en avoir un. Je pense qu'un très bon souvenir, c'est en Écosse. On a passé un road trip avec une météo de dingue. Et j'ai fait un bout de route qui était le dernier jour avec un mec dans la voiture à côté de moi. Donc j'avais pris la S2000 de Tone parce qu'il voulait essayer ma M3. Et j'avais un joueur de cornemuse et il jouait de la cornemuse à côté de moi dans la voiture. Il pleuvait.
Et c'était la route du bord de mer sur une espèce de corniche. Et capote ouverte, avec la pluie et la cornemuse. Ça, c'était vachement cool. Et c'était même pas filmé. Et un matin, aussi à cet endroit-là, en Écosse, il a fait l'hymne écossais, alors qu'on était sur la bord de la route, en train de faire le setup des prises de vue qu'on allait faire. Et donc, c'était une pause. On était tous en pause, on buvait un thé et tout ça. Et lui, il s'est mis sur un petit rocher surélevé et il a fait l'hymne écossais. Truc de ouf. C'était génial. Et puis sinon, Afrique du Sud, le matin au réveil avec les léopards, c'était cool. Le Japon, il y a eu un petit tremblement de terre la nuit au Japon, et je m'en souviens, je suis le seul à avoir senti, mais aller bouffer des gyoza avec les gars de l'équipe, Karim et Kamel, le soir au Japon, c'était super cool. On a vu des singes en montant vers le nord. Il y a le patron de la Warner, Jean-Louis Blot, qui était le patron de la BBC à l'époque. J'étais dans la BM-M3 au Japon, et on roulait ouvert avec des doudounes, et on avait mis du rap dans la voiture, et Jean-Louis il faisait du rap dans la caisse. Alors c'était pas filmé. Je sais pas, il y en a tellement. Il y en a tellement. Les road trips, finalement, c'est toujours... Ouais, c'est souvent les road trips. Après, Tone qui fait un tête-à-queue avec une LC75, la première McLaren qu'on a, il fait un tête-à-queue devant nous. Ça, je sais pas, pour moi, ça m'a marqué. Voilà, plein de trucs. Ouais. Et puis d'autres trucs, je peux pas dire. T'as un pire souvenir, quelque chose qui... Non. Ouais. Je crois que la fonction d'oubli, elle est magnifique, et je crois que j'en retire quasiment que du bien. Après, sur Top Gear, il y a eu des prises de bec parfois. Mais je crois que ça fait partie des souvenirs, et que globalement, ça reste positif. Ils sont pas forcément mauvais, finalement. Mais non, parce que finalement, même quand tu te prends la gueule, après, t'en gardes... Enfin, moi, je sais pas, j'en garde un truc positif. Il y a des trucs sur lesquels on s'est pris la gueule parce qu'on s'est battu finalement pour que ce soit mieux. Si j'en ai un. J'ai un souvenir qui était pas fou. Une année, on a eu un rédac chef... une rédac chef et quelqu'un qui était son assistante qui connaissait absolument rien à l'automobile, et avec qui il était impossible de bosser. Et là, quand tu te dis que que les boss ils sont capables de pas voir clair à ce point-là, tu te dis putain, on va faire un programme avec des gens qui comprennent rien à l'automobile, c'est compliqué. Ça a été le cas très brièvement, ils ont rectifié le tir derrière. Donc ça, c'était juste le souvenir un peu moins bien, mais finalement, quand on en parle aujourd'hui, on peut en parler en rigolant. Donc globalement, j'ai que des bons souvenirs liés à Top Gear. Si tu pouvais, tu le referais? Ah oui. Non, alors, si je devais revivre toute la même chose, je referais exactement pareil. Si aujourd'hui on me demandait de refaire Top Gear, non, je suis passé à autre chose. D'accord. Voilà. Et puis j'ai des engagements avec des gens avec qui je m'entends hyper bien, notamment avec Automoto et Florent Huguet, qui était un des rédac chefs et le rédac chef automobile de Top Gear par la suite, avec qui je m'entends à merveille. Je travaille avec eux maintenant. À vrai dire, on m'a demandé de faire un caméo cette année dans Top Gear, et avec Tone et moi, qu'on revienne brièvement faire une émission, et on a refusé. D'accord. Et du coup, pendant Top Gear, tu as eu l'occasion de conduire plein de choses, etc. Qu'est-ce que tu préfères faire quand tu conduis une voiture? Du circuit, des dunes, de la glace? Je crois que j'aime tout. Dès lors que on te dit vas-y, t'es libre de faire ce que tu veux et de t'exprimer derrière le volant. Je veux dire, ça peut être une course. On avait fait une course en marche arrière. J'avais une Twingo, il fallait passer entre les bottes de paille. J'avais eu la bonne idée d'ouvrir les portes vite fait de la Twingo, et j'avais arraché les deux portes de la Twingo en marche arrière dans les bottes de paille. Mais non, j'aime tout. Alors, après, tu parles de dunes. J'ai pas une grande expérience dans les dunes et dans le désert, mais dès que c'est proche de... Enfin, moi, j'adore la nature et les grands espaces. Rouler librement dans les dunes, c'est un truc c'est magique. Après, attaquer sur circuit, mon objectif quand je fais une émission ou quand on fait Top Gear sur circuit, c'est de faire des belles images et de travailler le détail de l'image, et de discuter avec le mec qui fait la prise de vue, en lui disant tu te mets à tel endroit, dans tel axe, et je vais passer de telle façon, tu vas choper la glisse de la voiture, je vais terminer sur le vibreur à tel endroit, faire un slow-mo comme ça c'est mon plaisir. T'es vraiment la personne de rêve pour tous les vidéastes, en fait.
Ah bah oui, non mais de toute façon, l'idée c'est de faire des belles images et de faire des images qui claquent dans Top Gear. Donc ouais, moi je travaillais là-dessus, c'était génial. Je me souviens avoir dit, à un moment donné, on était avec un réal qui avait pas forcément une vision, qui avait une vision un peu plus plateau et pas tellement de prise de vue auto. Et j'ai dit mais attends, on va faire un truc tout simple. On prend 2 GoPro, je les pose sur le bord de la route dans tel virage. Et j'ai fait un passage. Bah, le passage, il est monté, coupé, il est mis dans l'émission. Donc ouais, la prise de vue, les spots de prise de vue sur le circuit, bah, notamment sur le circuit Top Gear, c'est moi qui avais fait les emplacements des caméras pour les tours de chrono des stars. Et il y a aussi tout ça qui t'a emmené finalement à faire ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire pit lane reporter au WEC. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est une opportunité ou t'avais ça en tête? Non, c'est une opportunité en fait. En fait, j'ai bossé pendant 3 ans chez Citroën en championnat du monde des rallyes, où je faisais une émission en live qui s'appelait C3WRC Live pendant le championnat du monde, pendant chaque manche du championnat du monde. C'est ça qui m'a donné vachement plus d'aisance en fait aussi sur Top Gear face à la caméra, parce que je faisais des émissions en live et j'en faisais 2 par jour pendant. Alors je faisais 7 émissions pendant le rallye, toutes des émissions en live qui duraient minimum 5 minutes et jusqu'à 30 minutes. Donc il faut tenir un live pendant 30 minutes. Et donc c'est un truc que j'ai adoré faire. Et j'ai Louise Beckett, qui était la pit lane reporter en place du WEC depuis 10 ans, qui est une amie avec qui j'ai bossé sur d'autres championnats avant, qui m'a dit j'arrête. Et je pense que tu as le profil pour me remplacer, je voudrais te filer ma place. Et elle a donné mon nom au WEC qui a dit OK, et c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité, ce qui est génial. Et tu préfères l'animation télé ou plutôt ce que tu fais là? Parce que c'est un peu plus ton univers finalement, tu retournes vraiment dans le sport automobile. Oui, c'est clair. Je les différencie pas trop finalement. C'est juste qu'on a là, en tant que pit lane reporter, j'allais dire, c'est plus l'expertise en sport automobile qui est demandée. Néanmoins, elle n'est pas forcément mise en avant parce que je ne fais que des interviews. Le fait de comprendre ce qui se passe me permet d'être au bon endroit au bon moment. Et la compréhension du sport automobile et d'essayer d'être pertinent grâce à ce que je sais en sport auto. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire qu'on m'a mis là. Je pense que je vais avoir les bonnes questions et que je vais me retrouver au bon endroit au bon moment parce que j'ai la compréhension de ce qui se passe. Donc c'est effectivement mêler ma passion et l'animation, ou tout du moins la présentation. Néanmoins, la télé, ça me plaît vachement. Et pour le coup, Top Gear, c'était vraiment parfait parce que j'aime bien faire le guignol. J'ai un niveau de maturité que j'arrive à faire descendre très vite si besoin. Et puis Automoto, ça allie les deux, donc je suis ravi de faire Automoto. Ouais. Et dans le pit lane reporter, c'est difficile parfois d'aller voir les pilotes, les teams en direct. T'as déjà eu des refus ou des blancs des pilotes ou comme ça en direct? Alors, c'est pas évident parce que y en a qui jouent le jeu et il y en a qui ne jouent pas le jeu. Il y en a un ou deux, je sais que j'irai plus jamais les voir parce que de toute façon ils répondent jamais, ils veulent pas répondre, ça les ennuie. Tant pis pour eux, puis peu importe, j'ai envie de dire. Si leur équipe ou les constructeurs qui les embauchent pensent que ils peuvent faire, les autres peuvent parler à leur place, c'est pas très grave finalement. Je le prends pas personnellement, mais il faut, comme un journaliste, aller faire un petit travail d'investigation et puis parfois il faut se battre un petit peu. Et bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'en connais quand même pas mal et que je peux shortcutter les assistantes, qui peut être bien vu ou pas trop bien vu parfois, mais d'aller voir directement le pilote sans leur poser la question. Parce que parfois, on a besoin de l'action un peu tout de suite. Et puis, mon objectif, c'est de creuser un peu et puis d'aller titiller et de poser des questions qui ne sont pas forcément agréables, mais j'essaie de le faire de façon détendue, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas attaqués non plus. Mais effectivement, pour moi, c'est pas simple parce que j'aime pas aller remettre en cause les capacités d'un pilote en disant « mais t'as fait de la merde ». Parce que je sais à quel point c'est difficile et puis à quel point ça peut toucher à l'ego du pilote et que c'est pas simple, quoi. Bah, finalement, ton expérience de pilote, elle peut te servir aussi à trouver quand même les bons mots en te mettant un peu à leur place, en disant comment toi tu t'aurais aimé qu'on te parle à ce moment-là. Oui, tout à fait. Néanmoins, j'ai une requête du WEC qui est d'aller creuser, titiller et de rendre les choses un peu spicy.
ce qui n'est pas évident pour moi, mais sur lequel j'ai bossé cet hiver un petit peu avec Louise, justement, pour savoir comment le faire. Et parce qu'il y a une manière de faire. Et la première course s'est plutôt bien passée. On allait chercher les bonnes questions, donc c'était cool. T'aimerais le faire sur d'autres championnats, être pit lane reporter? Euh, je crois que je préfère le métier de consultant et d'analyse. Et j'aurais adoré le faire en F1. Et effectivement, à un moment donné, TF1 avait repris les Grands Prix. Ils en diffusaient 4 dans l'année. Et j'avais fait un casting pour pouvoir faire ça. Mais ils avaient fait des castings en binôme, c'était un petit peu particulier. Puis je crois que je sais plus si j'avais pas une indispo avec Top Gear sur un truc. Et résultat, je l'avais pas fait. La F1, ouais, la F1 c'est super. Bon, après, quand on est sur TF1, on n'est pas forcément hyper pote avec Canal. Donc, et puis il y a déjà Adrien Tambay qui le fait et d'autres gens qui le font très bien, donc ils ont besoin de personne. En parlant un peu d'essai automobile, tu as eu l'opportunité d'essayer une Ligier JSPX, donc c'est le prototype du film Gran Turismo. C'est un souvenir qui est impérissable. Oui, déjà parce que la caisse elle est génialissime, elle est extrême. Et puis parce que ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé des souvenirs en proto. Et puis en fait, il y a souvent une dernière fois, on le sait jamais vraiment. C'est assez particulier en sport auto. La dernière fois que j'ai roulé dans un proto, c'était alors assez curieusement, j'ai fait du P3 en 2020. Et puis avant ça, c'était 2010, la dernière fois que j'avais roulé dans un proto. Et je pensais que c'était la dernière fois. Donc le dernier tour, quand tu descends de la voiture, les derniers mètres que tu fais, c'est assez émouvant. Et rerouler dans cette voiture qui est très proche d'une LMP1, ou qui était une LMP1, voire plus, c'était émouvant parce que j'ai de nouveau eu ces sensations et je trouvais ça génial. Le fait est que c'était pas la dernière fois en proto, puisque ce week-end, je roule au Castellet en Ultimate Racing Cup dans un petit proto NP02, mais qui roule plus vite qu'une LMP3. Et qui roule plus vite qui roule à peu près dans les temps d'une MP2 de l'époque. Donc bah voilà, comme quoi, à 46 ans, la carrière sportive n'est pas finie. Donc voilà. Est-ce que c'est peut-être la meilleure voiture que tu as essayée? La JSPX? Ouais. Alors c'est difficile à dire parce que je l'ai essayé dans des conditions particulières. La piste était mouillanchée, entre mouillée et sèche, avec des pneus pluie. Donc j'ai vraiment pas pu l'exploiter comme il aurait pu. Puis au-delà de ça, je pense que c'est vraiment les conditions qui font le moment et savoir si c'est pas tant la voiture mais c'est les conditions globales. Je pense que la meilleure voiture que j'ai eue c'est une F3 à Zandvoort en 2001 avec des pneus neufs, des Bridgestone qui avaient un pic de jus et de grip de ouf. Donc l'expérience de pilotage la plus extrême c'est celle-ci. Et en World Series, en qualif à Manicourt, pneus neufs, où j'ai fait la pole ce jour-là en 1.29.2 je crois, ou en 1.28.9. Et la caisse, elle est tellement parfaite et il y a un niveau de grip qui est tel que au niveau sensation, tu peux pas avoir mieux. Et aussi en LMP2 à Manicourt avec des pneus neufs, mais des pneus soft à l'époque, parce qu'au moment on pouvait choisir soft, medium ou hard, et des pneus soft avec une voiture réglée à l'optimal, parce qu'on était basé, c'était notre circuit d'essai. Ça, c'était vraiment top. Donc la JSPX, je ne l'ai pas assez exploitée pour te dire si elle était bien. Et puis j'ai conduit une Champ Car, qui est la plus grosse monoplace que j'ai conduit, qui faisait 750 chevaux pour 700 kg. Donc je pense que c'est plus la Champ Car qui était la caisse la plus extrême. Est-ce que tu as en tête quelques voitures, mais peut-être plutôt de série, qui t'ont marqué, que ce soit dans le pilotage ou dans le fait que l'essai ne se soit pas passé comme tu l'avais prévu? Alors, des voitures de série qui m'ont marqué, il y a la Lexus LFA, parce que le V10 il fait un bruit de fou et que la caisse, elle est géniale. C'est comme une Porsche, vous pouvez faire du circuit toute la journée avec, les freins, ça bouge pas. C'est ultra endurant. L'intérieur, tu as du tapis comme une Rolls, comme ça, et pourtant c'est comme une voiture de course. Donc la finition, elle est magnifique. Donc ça, c'est une caisse de dingue. Et puis récemment, j'ai essayé des Ferrari, et je suis pas... sur le papier, je suis pas grand fan de Ferrari, mais je dois dire que toutes les Ferrari que j'ai essayées récemment, en termes de techno, c'est au-dessus du lot par rapport à tout. En termes de suspension, c'est ouf. Les moteurs, c'est ouf. Donc c'est diabolique. La 296, c'est diabolique. La première Ferrari qui m'a un peu impressionné, c'est la 812 Superfast au niveau du moteur. Le V12, il est juste fantastique. Récemment, la 12 cylindrée, le V12, c'est un truc de l'espace. Donc, je veux dire que les Ferrari, ils sont vraiment
hyper pointues là en ce moment. Et puis j'ai beaucoup aimé la Ford GT aussi. Au niveau du châssis, c'est un des meilleurs châssis que j'ai essayé. Il y a que entre guillemets que 500 chevaux parce que la caisse elle pourrait en prendre 100 de plus. Une Radicale aussi qui est une voiture de route mais qui est pas du tout une voiture de route parce que c'est un petit proto mais sur la route c'est génial. Donc voilà. Ouais, puis le truc c'est que j'avais fait la liste des caisses que j'ai essayées et en fait elle est tellement longue que j'en oublie. Ça, mais elle doit être énorme, ça doit Ah être ouais, gigantesque. ouais, elle est. Faudrait que tu la montres un jour. Faudrait Ouais, que t'en parles. je crois que je l'ai quelque part. J'avais fait un fichier Word où j'avais essayé de tout répertorier, mais ouais, effectivement, elle commence à être pas mal fournie. Juste pour faire un petit écart de l'automobile, il y a eu une histoire avec koh. C'est venu d'où tout ça? Alors, c'est venu complètement par hasard. Euh, je travaillais donc sur un rallye d'Angleterre au Pays de Galles et j'ai reçu un coup de fil d'Alexia Laroche-Joubert, qui est la boss d'ALP Productions, et qui me dit bonjour, oui on se connaît pas, je suis Alexia Laroche-Joubert, donc moi je te connaissais pas, mais j'ai 8 personnes dans mon bureau de développement et sur les 8 il y en a 7 qui m'ont donné ton nom pour partir sur koh, remplacer Denis Brognard. Donc il faut partir dans 5 jours, donc il faut qu'on se voit demain. Oui, ok. Bonjour. Bonjour. Et ouais, c'est assez drôle. Et puis finalement, moi j'avais des engagements avec Top Gear. Et je me souviens qu'Alexia m'a dit non, mais tu t'en fous, Top Gear, là, on parle de koh, c'est TF1, ça n'a rien à voir. Tu n'en as plus rien à faire. De toute façon, tu signeras un contrat avec TF1, donc il faut partir. Mais en fait, Alexia est très maline. C'est une très très bonne femme d'affaires et une super belle personne. Et elle sait ce qu'elle veut et de ce dont elle a besoin. Et elle passe pas par 4 chemins. Mais néanmoins, comme j'avais des engagements, j'ai dit écoute, je peux faire ça, mais je peux pas faire ça. Je suis obligé de revenir pour les plateaux de Top Gear à la fin. Mais non, c'est pas possible et tout ça. Je dis mais et elle voulait pas que je le dise à la prod de Top Gear que j'allais partir là-bas. Je dis mais Alexia, je peux pas faire ça. Je peux pas faire un enfant dans le dos aux gens qui m'emploient. Puis j'ai un contrat. Elle m'a dit mais c'est pas un enfant dans le dos. Et puis en fait, elle avait à côté d'elle, elle était en haut-parleur et elle avait Julien Magne qui est le producteur de koh, et qui lui dit si là quand même tu lui dis un peu faire. Et elle dit mais toi tu m'aides pas quand même. Bon bref, c'était très drôle, c'est devenu bon enfant assez rapidement. Et puis Denis Brognard a eu des petits soucis de santé mais rien de grave. Et j'ai donc quand même été au Fidji, j'ai passé 30 jours sur place. Et Denis s'est très vite remis sur pied. Et moi, j'étais là que pour le remplacer pour la première et la deuxième émission, potentiellement, s'il ne se sentait pas de le faire. Et finalement, et heureusement pour lui, il a pu le faire. Mais pour moi, c'était très enrichissant. Déjà, humainement, j'ai rencontré plein de gens très sympas. J'ai compris comment fonctionnait cette grosse émission. J'ai assisté à l'enregistrement de l'émission, à tous les plateaux, et voir comment c'était construit et fait. Et voilà. T'as vécu ta meilleure vie d'aventurier en fait là-bas. Ouais, alors j'ai pas fait une aventure comme les participants qui, eux, vraiment ont rien à manger, ils sont sur une île et ils doivent se débrouiller. Nous, on était plutôt dans de bonnes conditions, mais c'est vrai qu'on était c'est quand même un peu en mode Robinson Crusoe. Et une journée, je me suis barré en kayak pour aller de mon île à une autre île. J'ai mis 2 heures et demie pour traverser, il y avait un peu des courants et tout ça. Je me suis dit, je vais aller essayer d'aller faire une journée à la koh. J'avais rien pris à manger, rien pris à boire, voir comment j'allais réagir. Je suis rentré, donc les locaux ils m'avaient appris à manger dans les noix de coco. Quand elles commencent à pousser, tu as une partie de la coco qui pousse et c'est en fait comme l'intérieur mais qui se transforme un peu en mousse. Et donc c'est comme un peu un blanc en neige mais c'est que de la coco. Et donc tu peux manger ce truc-là. Donc j'ai passé ma journée à manger ce truc-là. Le problème c'est que c'est un petit peu laxatif. Donc bon, voilà. Et j'ai chopé un crabe, il cru, c'est un peu dégueu le crabe. Et puis je suis rentré avec mon kayak. Voilà. En fin de journée, ils étaient un peu inquiets, ils voulaient que je prenne un toki pour savoir où j'étais quand même. Et voilà. C'est bon, t'es prêt pour une carrière d'aventurier? Non, mais non, je ne ferai pas koh. J'aime bien l'aventure, hein, mais bon, pas forcément télévisé tout seul. Et en parlant d'aventure, pour la petite anecdote, est-ce que tu peux nous dire comment tu sors d'un chemin boueux dans lequel tu t'es enlisé tout seul? Ouais, alors oui, en fait, moi j'adore me servir, j'adore essayer d'être plus malin que enfin, j'adore essayer d'être plus malin que les autres, mais ça marche pas toujours. Et quand je pars du Castellet, je sais pas, après une séance d'essai, j'ai un de mes meilleurs potes qui habite à Aix et je dois aller dîner avec lui. Comme à mon habitude, je suis très en retard. Je suis toujours en retard. Et là, je m'aperçois que tout le village, en allant vers Aubagne, est complètement bloqué.
il y a un feu ou quoi. Bon, je sais pas, il y a toute la ligne droite du village qui est bloquée. Et donc, je regarde sur mon GPS et je vois qu'il y a un chemin qui est parallèle à la route. Je me dis, mais bien sûr, il n'y a personne qui passe là. Ils n'ont pas regardé, les gars, ils connaissent pas. Je zoome un peu et tout, et je vois un chemin. Je m'embarque dans le chemin, je vois que ça passe, ça roule et tout ça, c'est nickel. Et là, arrivé quasiment au bout du chemin, où j'allais faire un 90 pour revenir sur la route, où j'avais déposé tout le bouchon, il y a quand même des grandes flaques. Mais on ne voit jamais la profondeur de la flaque d'eau. Et donc, moi, avec ma Clio de loc, je passe dedans, j'arrive avec un peu d'élan, mais là, je me pose. Et je me pose au milieu de ce chemin boueux, là, comme un naze. Et marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, doucement, pas doucement. J'étais en train de creuser, c'était un truc de dingue. Et je voulais vraiment pas être en retard avec mon pote. Sinon, il allait me couper en deux, comme d'hab. Et j'aime pas avouer que je suis en retard. Bon, je l'ai fait, hein, mais... Et résultat, j'ai réussi à sortir la voiture en ouvrant la porte. Donc, en fait, si on ouvre la porte, vu que les roues avant, elles patinent. Si vous mettez la première, vous lâchez l'embrayage, ok, on peut sortir de la voiture, en tout cas une épaule. J'avais toujours le pied sur l'accélérateur. Et j'ai mis l'épaule là sur le montant de la voiture. Et donc, j'ai poussé la caisse comme ça en avançant avec les roues avant qui patinaient. Alors, le problème, c'est que la roue avant qui patine dans la gadoue, tu la prends là. J'étais repeint des pieds à la tête, mais j'étais décidé à sortir cette voiture de cette putain d'ornière. Donc ça m'a pris une demi-heure, je pense, mais je suis sorti. Ah, j'étais repeint. T'es arrivé à l'heure? Mais je suis sorti. Oh bah non, de toute façon, j'étais déjà en retard. Donc voilà. Donc quand il m'a vu plein de boue, j'ai dit j'ai eu un petit problème. Donc j'étais un peu plus crédible. Mais en vrai, j'étais déjà à la bourre avant de m'enliser. On essaiera la technique, on te Ouais, dira. faut être tout seul, hein, pas d'aide. Il n'y avait personne. C'est passé. Ouais, après, la voiture, elle a commencé à avancer. Je suis monté dedans vite fait. Là. Bon, c'était sport. Mais ouais. Je fais des petits délires comme ça de temps en temps. On a 2 petits formats pour finir ce podcast. Ouais. Donc, le premier, ça s'appelle Vérité ou fausse croyance. Ouais. Alors, on a 5 phrases. Tu vas me dire si c'est une vérité ou une fausse croyance. Ok. Alors, pour animer des émissions de télé ou des lives sur des courses, il faut avoir un passé de pilote. Vous pouvez répéter la question? Pour animer? Pour animer des émissions de télé ou des lives, etc., il faut avoir un passé de pilote. Non, non, pas du tout. Regardez Tone, il ne sait pas conduire, il anime très bien. Ça aide, peut-être? Si l'émission elle est axée sur l'automobile, on a un peu plus de crédibilité, puis on connaît le sujet dont on parle, mais pas que. Vous pouvez être passionné d'automobile et animer une émission très bien s'il s'agit d'automobile et être pertinent. Un pilote automobile peut être complètement con. Et pas savoir de quoi, et pas avoir de bonnes idées, et pas avoir de répondants. Donc voilà. Le simulateur est indispensable à tous les pilotes. Oui, acheter des simulateurs. Non. Aujourd'hui, alors c'est pas indispensable. Alors ça dépend les catégories et les niveaux dans lesquels vous roulez, mais aujourd'hui à haut niveau, c'est simple. La F1, ils font de la simulation non-stop. La FE, ils font de la simulation, en remote pendant les week-ends de course. Hypercar, pareil. Toutes les disciplines de haut niveau et tous les jeunes qui font de la monoplace, ils font du simulateur à bloc. Il y a même des gentleman drivers qui viennent s'entraîner ici. Donc, même si c'est pas obligatoire, c'est devenu indispensable de le faire. Est-ce que ça peut permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de piloter de prendre quand même du niveau? Ah oui, bien sûr. Mais c'est évident. Après, il y a 2 choses. Il y a le pilote qui souhaite préparer ses week-ends de course et s'améliorer. Et c'est un outil qui fonctionne très bien. Sinon, ça aurait disparu. Mais maintenant, c'est devenu incontournable. Et puis, il y a les gens qui font du gaming et qui s'améliorent au fur et à mesure qu'ils roulent, mais qui ont une autre approche puisqu'ils n'ont pas la vocation à l'appliquer dans une voiture. Néanmoins, il y a des gamins qui font du gaming et qui transitent après vers le sport automobile et qui ont de vraies aptitudes grâce à ça. Sans commencer très jeune, un pilote ne pourra jamais faire carrière en sport auto. Non, c'est pas vrai. Prenez l'exemple de Thiago Montero. Il a démarré le sport automobile à 18 ans. Il a démarré par la Porsche Cup. Il est ensuite passé par la F3. Il a terminé en F1. C'est extrêmement rare. Mais c'est un très bon contre-exemple. C'est la preuve qu'on peut y arriver quand même. C'est les exceptions qui confirment la règle. Voilà, on va dire ça, ouais. Avoir plusieurs casquettes dans le sport auto, donc pilote, coach, mécanicien, c'est un atout indispensable. Non, je pense pas. Je pense que... Non, je pense vraiment pas. Je pense que
tous les métiers, disons qu'il y a des métiers qui sont liés. Typiquement, un coach à haut niveau en sport automobile, s'il n'a jamais été pilote et qu'il veut expliquer à un jeune pilote qui sort du karting et qui a été champion du monde de karting comment conduire une monoplace, si lui, il n'a pas d'expérience, ça ne marchera pas. Donc, coacher quelqu'un, ça sous-entend qu'on ait de l'expérience et du savoir. Et de la pratique. Sinon, c'est impossible. Après, un ingé n'est pas obligé d'être pilote et n'est pas obligé d'être mécanicien non plus pour pouvoir être un très bon ingé. Puis tout dépend le niveau d'ingénierie aussi. Mais je connais des ingés qui sont exceptionnellement bons et qui sont très bons ingés qui sont capables de faire de la mécanique. Ça, c'est un atout. Et ça dépend des disciplines dans lesquelles ils sont. Aujourd'hui, en F1, il y a un ingé F1 qui n'a jamais touché un outil et à de la mécanique de sa vie. Notamment les ingés qui font tout ce qui est électronique embarquée et data, etc., etc. Ok, chacun peut avoir juste son métier simplement. Oui, tout à fait. Ouais. Les films automobiles ne reflètent pas la réalité. Ah non, je crois qu'il y en a... Il y en a quasiment aucun qui reflète la réalité. Je crois que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Après, il y a des films qui sont très bien. Route 66, c'est un super... non, pardon, Le Mans 66. Route 66, je l'ai fait l'année dernière, c'est pour ça. Mais Le Mans 66, super film, qui raconte une vraie histoire. Mais non, moi j'ai du mal à regarder, par exemple, Loda versus... quand ils disent qu'ils sont au Nürburgring et que moi je vois le circuit de Brands Hatch derrière, j'arrive pas, quoi. Je suis désolé. Il y a des trucs pour moi, c'est trop peu crédible pour que je puisse le regarder. Est-ce que c'est le fait qu'il y a un besoin de romance, de romancer les films Oui, mais je pense aussi qu'il y a parfois un manque d'un manque de savoir des gens qui font les films et qu'ils ne se renseignent pas forcément auprès des bonnes personnes. Il y a un film qui vient de sortir la semaine dernière, ou cette semaine, il y a une avant-première, là, et les gens qui ont fait le film, ils sont allés voir la Winfield et ils se sont entourés des bonnes personnes pour pouvoir faire quelque chose de crédible. Et je pense que le résultat est pas mal. Je ne l'ai pas vu le film, mais à mon avis, ça a été fait avec du bon sens. Mais typiquement, je vois le truc GT... ou des photos parfois sur les réseaux sociaux de youtubeurs qui font un peu de sport auto ou qui se tentent, qui s'essayent à faire ça, ou alors ou des photos, mais et quand on voit que t'as pas de casque mais qu'il y a les gants, c'est un truc tout con. Mais en fait, quand t'as tes gants, tu peux déjà pas avant d'enlever ton casque, t'enlèves tes gants. Parce que sinon, tu peux pas enlever ta boucle. Donc les photos de Gran Turismo où tu as le pilote qui est avec ses gants, parce que ça fait genre pilote d'avoir les gants et que tu n'as pas de casque sur la tête, pour moi, ça paraît complètement débile. Le grand public va pas le voir. Et le grand public le voit pas. Avertis. Voilà, mais bon. Donc oui, c'est des trucs tout cons, mais moi, ça me paraît aberrant de voir des trucs comme ça et le grand public le voit pas, quoi. Est-ce qu'après, ça reste quand même pertinent pour le grand public, puis ça permet de pas démocratiser, mais qu'il y ait plein de gens qui puissent voir ces choses-là. Après, c'est dommage que ces petits détails-là soient pas... Oui, parce que c'est pas grand-chose, en fait, de creuser un peu et de se renseigner un peu là-dessus. C'est peut-être du détail. Est-ce que le grand public, il s'en fout, finalement. Donc, c'est pas très grave. Et puis, on s'en fout de mon avis, finalement. Donc c'est plus difficile pour nous qui sommes dedans d'avoir un truc qui soit crédible que pour le grand public. Donc voilà. Donc pour finir, on a 60 secondes de questions-réponses. Ouais. Tu nous réponds le plus brièvement possible aux questions. Alors, prêt ? Ouais. Alors, quelle est pour toi la voiture la plus difficile que tu as pu essayer ? La Porsche 918. La voiture la plus dure à conduire de toutes celles qui existent ? Peut-être la 908 Pikes Peak. Quelle voiture pour taper des chronos sur circuit ? Une Formule 1. La pire voiture que tu aies pu rouler ? Une Opel 1 litre 4 essence, une catastrophe de loc. Sans question d'argent, le championnat dans lequel tu aurais aimé faire carrière ? La F1. Si tu devais faire des records, quelle voiture prendrais-tu ? Mercedes CLK GTR ou CLK LM ou Porsche GT1. Quelle est ta voiture de rêve ? Celle-ci. Plutôt conduire sur des dunes ou sur de la glace ? Et l'autre voiture de rêve, ce serait une Mercedes classe E AMG GT break. Ensuite, dune ou glace.
Dune. Monoplace ou endurance? Monoplace. Tu aurais aimé essayer de rouler en WRC? Non. Tu préfères les classiques ou les modernes? Eh ben, j'allais dire moderne, mais là, les modernes, c'est un peu moins bien. Mais moderne quand même. Le circuit sur lequel tu préfères rouler? Suzuka. Avec ton expérience, tu pourrais conduire n'importe quelle voiture. Oui. Pratiques-tu d'autres sports à côté? Oui. Quoi? Du tennis, du squash, du parachutisme, je sais pas, d'autres trucs, plein de trucs. Multiples casquettes. Ouais. 24 heures du Mans ou 24 heures du Nurb? 24 heures du Mans. Tu aimerais commenter de la F1 ou tu es bien en WEC? Je suis bien au WEC, mais je pourrais faire les deux. Une voiture personnelle qui t'a le plus marqué? Une voiture que tu as eue? M3 Touring. Aurais-tu aimé faire d'autres émissions de télé? Oui. Tu aimerais refaire du karting pour le fun? Oui. Est-ce que l'âge nous fait être plus prudents dans le pilotage? Non. Voilà. J'aurais juste aimé approfondir juste une question. Pourquoi tu trouves... tu m'as dit quelle voiture est la plus difficile à conduire? À la 918. Ah non, la 908 Pikes Peak ou la Non, la 918? 918 que tu as conduite. Parce que c'est une grosse daube. D'accord. Oh, c'est une daube finie, la caisse. Ok. Ah ouais. C'est un piège, mais c'est un piège fini. Pourquoi ça... Parce qu'il y a les roues arrière directrices, je pense, qui a un système qui n'était pas très abouti. Et résultat, la voiture, elle engage. Dès que... En fait, j'ai failli me mettre dehors sur le circuit du Mans. La première fois que je la roule, je dois faire un départ arrêté. Donc dans la ligne droite, dans la ligne droite du Mans, mais au début de la ligne droite. Donc sur la ligne d'arrivée qui est très tôt à la sortie du virage. Donc je fais une accel, j'arrive au bout de la ligne droite à 180, je lâche les gaz, je braque à droite, la piste est sèche. Donc dans un virage qui n'est pas un virage, okay, qui passe à fond avec n'importe quelle voiture de course. Et là, je me prends une équerre directe et j'ai failli mettre la caisse dans le bac. J'ai les mains qui tremblaient, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai été obligé de rouler avec cette caisse parce que j'ai fait un sujet au Mans avec, c'est pour Top Gear, de nuit, ça c'est un très bon souvenir aussi. Et je me souviens rentrer dans Indianapolis de nuit, tout seul à 3h du mat, à être comme ça, et dans le virage d'après, je fais hyper gaffe, dans le deuxième d'Indianapolis, et je me prends une équerre, pareil. La caisse, en fait, à l'inscription, elle vient et elle détruit la confiance du pilote. Et quand je disais ça, on me regardait avec des grands yeux, comme si j'étais fou, mais j'en ai parlé après à un ou deux pilotes Porsche qui m'ont dit « Oui, oui, t'as raison ». T'as jamais eu peur en voiture, à part éventuellement celle-là? Ah non, jamais. Enfin, non, j'ai jamais eu peur en voiture. Surtout si c'est moi qui conduis. Si je me fais peur tout seul, c'est quand même con. Mais non, jamais eu ni d'appréhension, ni de peur. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire le Paris-Dakar, les 24 heures de Daytona et de continuer à mettre du gaz pendant longtemps. Voilà. Je le souhaite. Gagner au loto, on a le droit aussi ou pas? Ouais, grave. Non, que la santé et voilà, que des choses simples en fait. J'ai de la chance, je suis né assez heureux et je suis toujours assez positif et que ça continue comme ça. Merci Bruce. Merci à vous. beaucoup.